Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de la communauté des investisseurs heureux. Et aujourd'hui, j'ai avec moi François 80 sur le forum, qui est inscrit sur le forum depuis longtemps, puisqu'il a été inscrit en 2012 et qui régulièrement, chaque année, a mis à jour la présentation dans la partie présentation du forum. Donc du coup, on le connaît déjà un petit peu et il s'est proposé pour se faire interviewer en podcast et donc je suis ravi de l'avoir. Bonjour François. Bonjour. Alors François, on fait la même chose un petit peu que d'habitude. Est-ce que tu es prêt à nous dire d'où tu viens, comment s'est passée ton enfance, ton adolescence, où est-ce que tu as grandi, et si tes parents étaient riches, pauvres, tout ça? Nous Je suis t'écoutons. prêt, je suis prêt à tout vous dire. Alors déjà, j'ai un profil assez atypique. Je suis assez autodidacte. Je me suis construit tout seul. Je ne dois rien à personne. Et vous allez voir, c'est peut-être possible que pendant l'interview, suivant ce que je vais dire, il y a peut-être des émotions qui risquent de ressurgir et ma voix risque de vibrer un petit peu. D'accord. Et par rapport à tout ce que j'ai entendu, je pense que j'ai rien à voir avec mes prédécesseurs qui ont déjà fait ce podcast-là. Donc voilà. Bah, tant mieux. L'idée, c'est d'avoir justement d'interviewer des gens avec le plus de personnalités différentes possible, comme ça, pour apprendre des uns et des autres. Donc, c'est parfait. N'aie pas d'inquiétude, ne sois pas stressé, François. Tu peux même avoir la voix qui chevrotte, tout ira bien. Ok, pas de souci. Alors, d'où tu Alors, viens? alors, je viens du nord de France, plus précisément de la Picardie et encore plus précisément de Amiens. D'accord. J'ai 45 ans, j'ai un enfant, une petite fille qui a aujourd'hui 14 ans. Je suis pacsé avec ma compagne que je connais depuis 24 ans. Je suis issu d'une famille très modeste, des parents qui étaient commerçants, qui se sont construits tout seuls, qui eux sont issus d'une famille d'agriculteurs, qui n'étaient pas du tout investisseurs immobiliers, très peu investisseurs tout court. Un papa qui a aimé beaucoup la bourse et que je regrette parce que il a eu une très belle progression et j'aurais aimé échanger avec lui. Il est disparu il y a une dizaine d'années. Que dire de plus? J'ai un grand frère avec lequel des échanges très limités puisqu'on est en brouille entre guillemets. On a 12 ans de différence, donc une demi-génération, c'est un peu compliqué d'être sur la même longueur d'onde que lui. Euh, que dire de plus? Mes parents n'ont pas fait de grandes études. Par contre, un courage et beaucoup de valeur. On a été très bien éduqués et je m'en aperçois de plus en plus aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit que c'est une grande une grande importance. Et mes parents se sont limités à s'arrêter au certificat d'études. Et ils étaient commerçants dans quelle branche? Ils travaillaient les deux dans la même entreprise? Ils ont travaillé ensemble, mais justement, ça risque d'avoir beaucoup d'importance par rapport à la suite de l'interview du podcast. C'est que mes parents étaient commerçants, ils ont commencé à l'époque en 60, années 70. Ils avaient une droguerie. Après, il y a eu les supermarchés qui se sont installés, donc le monde des drogueries a fermé. Ils ont eu un bar, puis un deuxième bar, et puis par la suite, sur leur fin de leur carrière, ils ont eu chacun leur commerce. D'accord. Donc, Donc, en ce que fait, je veux, toi, vas-y. t'as baigné, donc comme tes parents, du coup, ils étaient à leur compte finalement, bah, Ouais. t'as quand même baigné dans un monde où, voilà, tes parents étaient, on va dire, entrepreneurs, on peut dire ça en fait, c'est ça, c'est de l'entrepreneuriat. Ils n'étaient pas, voilà, fonctionnaires, salariés ou que sais-je. Et est-ce que, du coup, le train de vie était bon selon les commerces qu'ils ont eus? Ou la vie était pas facile? On n'a jamais eu une vie facile. Moi, j'ai grandi avec ma maman qui faisait des pulls au tricotage, en tricot. J'ai jamais eu de grande marque. Ça a toujours été compliqué. Il fallait toujours serrer la ceinture. Il y avait on avait toujours un besoin. Ils ont toujours fait attention à tout. Jamais de grandes dépenses. Moi, initialement, j'étais pas prévu auprès de mes parents. Comme je vous les ai dit, j'ai 12 ans d'écart. Aujourd'hui, ma maman, elle a 82 ans. Donc, je les ai toujours entendus se plaindre sur les repas du soir en disant on est fatigué. Si on avait su, on aurait investi. Si on avait su, on aurait travaillé plus, peut-être différemment, et ainsi de suite.
Donc, ça a eu une grande part d'importance. Je pense qu'aujourd'hui, ça a eu une grande part d'importance de les écouter et de me dire, mais moi, je veux pas cette vie-là. Je veux pas cette vie-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où je me suis installé avec ma compagne, même pas installé, à partir du moment où je l'ai connue, elle devait me prendre pour un grand farfelu un peu débile en lui disant, tu sais, moi, je travaillerai pas au-delà de 45 ans. Et aujourd'hui, ben, ben voilà, c'est ce que je disais, mes émotions remontent. Aujourd'hui, j'ai atteint mes objectifs parce que j'ai arrêté de travailler précisément le 29 juin 2019. Ok, mais on y reviendra justement. Te laisse pas emballer par tes émotions. Déjà, et en plus, bah là c'est ton interview, c'est pas la mienne. Mais pour te dire, moi, quand j'étais adolescent, mon papa était au chômage plusieurs années, et c'est très probablement une des motivations que j'ai eues pour devenir indépendant financièrement, et ne pas dépendre du travail, parce que j'ai vu les impacts que ça pouvait avoir quand quelqu'un était au chômage pendant très longtemps et du coup n'avait pas de patrimoine. Donc en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi que l'influence qu'on peut avoir en regardant la vie de ses parents est énorme après dans la stratégie de vie qu'on va avoir. Mais en fait, je voulais que tu me dises quelles études tu avais fait, même si j'ai compris que c'était pas des études très grandes, mais juste pour qu'on te situe mieux. Alors, moi déjà, j'étais un élève très dissipé. J'étais une amusette en classe. Il fallait tout le temps que je m'amuse et amuser les copains. Donc voilà, j'avais pas de grands résultats. Au collège, on m'a demandé, il faut faire un premier choix en cinquième. Et des profs ont voulu absolument pousser mes parents à me mettre en quatrième et troisième technologique à l'époque, qui amenait vers un CAP BEP. Moi, j'avais pas cette intention-là, donc je suis allé en quatrième et troisième technologique, mais j'étais sur le haut du classement de la classe, et je me suis retrouvé donc à toujours naviguer entre deux flots, et je me suis retrouvé après en seconde d'adaptation, en première technologique, terminale technologique, euh, avec une option électrotechnique. Mais aujourd'hui, je sais pas câbler un interrupteur et encore moins mettre une ampoule. Mais ça, c'était les aléas de l'éducation nationale de me retrouver là-dedans. Après, j'ai eu un gros virage à ce moment-là, c'est que à la fin de au milieu de ma seconde terminale, parce que j'ai redoublé quand même, hein, on pouvait pas avoir que des résultats positifs. Et, au mois de mars 98, je me suis retrouvé avec un grave accident de voiture où là, ça a été un gros tournant de ma vie parce que bah, je me retrouve avec 23 fractures au fémur, fractures ouvert tibia péroné. Les professeurs qui sont venus à l'hôpital pour ne pas que j'arrête l'école, pour que j'aille au minimum jusqu'à passer mon bac. On savait pas quand, si c'était en juin ou en septembre. Moi, il s'est avéré que c'était en septembre. Et ils sont venus à l'hôpital, ils sont venus à la maison, ils m'apportaient des devoirs. Il fallait que je renvoie les devoirs parce que j'étais en centre de rééducation. Donc ça a été un grand tournant de ma vie parce que en plus, c'était un accident de voiture, mais en plus, c'était un accident du travail. Donc, pendant toute la convalescence, ben, j'ai touché des indemnités journalières d'indemnités de travail. Donc Mais comment là, tu ça va. pouvais, comment tu pouvais travailler en fait si tu avais 17-18 ans? C'était quoi comme Mais en job? fait, j'avais tout juste 18 ans et j'étais animateur pour les centres de vacances avec la CAF, la caisse d'allocation familiale. Et sur le chemin du retour, en fait, ma voiture a fait un tête à queue dans une forêt. Je me suis tapé un arbre. Donc là, j'étais salarié à ce moment-là. Allez, on va dire à une demi-heure près, j'étais à la maison et puis là, j'étais pas du tout salarié. Uhum. Et en fait, pendant tout ce temps-là, parce que ça, c'était le 6 mars 98 jusqu'au 1er janvier 2000, bah, j'étais considéré comme salarié, je touchais des indemnités. D'accord. Et alors du coup, tu l'as eu ce bac? J'ai eu ce bac. Difficilement, mais je l'ai eu. Et ça aussi, après, ça a été un grand tournant parce que toujours en convalescence, j'ai fait une première année de BTS électrotechnique. Mais les profs étaient pas coopérants puisque là, en fait, le matin, il fallait que j'aille à la rééducation, donc j'allais chez le kiné, donc souvent je loupais la première heure
voire 1 heure et demie de cours. Moi, j'étais pas attentif. L'après-midi, il fallait que je retourne chez le kiné, donc je remanquais souvent la dernière heure de cours. Et puis, comme je vous dis, ben, j'étais toujours une amusette, donc je dissipais pas mal mes copains. Et là, ils m'ont demandé, en fait, ils m'ont mis de côté. Ils m'ont demandé d'arrêter l'école et puis de revenir une fois que je serais totalement sur pattes. Donc ça a Ok. été un petit peu compliqué. Là, il s'est passé une chose, c'est que bah moi en fait ça me plaisait pas. Donc au 1er janvier 2000, bah j'étais j'étais rétabli et là j'ai décidé ni plus ni moins que d'aller faire une saison au sport d'hiver. Hein, quand on a eu un accident de voiture, c'est la bonne idée d'aller au ski. Donc j'ai travaillé, j'ai fait une saison de ski pendant 4 mois. Au moment de cette saison-là, bah, ce qui s'est passé, c'est que en fin de saison, il y avait des offres d'emploi. Je me suis retrouvé à travailler chez Disneyland Paris en tant que maître nageur à un hôtel. Puis 1 an après, ben, pile 1 an jour pour jour, je me suis retrouvé à aller au Club Med. Au Club Med, j'ai fait une saison, je me suis retrouvé en Grèce. Et là, on arrive à l'été 2001, fin 2001, je suis à 15 jours de la rentrée des classes. Et là, ma mère me demande, tu vas pas faire saisonnier toute ta vie quand même, tu mérites mieux. Et comme j'ai fait pas mal de sport avec le ski, avec un peu chez Disney, plus le Club Med, ben en fait, j'ai repris mes études, je me suis inscrit en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, en espérant peut-être être prof de sport ou autre chose. Ok. Donc là, T'avais un sport de prédilection ou c'était ouais, je juste suis nageur, ouais. D'accord. Mais en fait, comment... Parce que là, tu as été en convalescence quasi pendant 2 ans, si j'ai bien Ouais, compris. Donc en fait, ouais, tu ouais, nageais quand tu étais adolescent dans un club. Après, tu as eu cet accident, exactement. donc tu peut-être pas pu... Évidemment, tu pouvais plus nager, mais peut-être que tu allais un peu dans l'eau dans le cadre des activités de kiné. Et après, une fois que tu as été rétabli, tu as continué à nager. Et du coup, tu t'es dit en STAPS, ça peut peut-être le faire en m'appuyant sur mes années de nage, de natation. Exactement. Donc, alors là, on arrive à la rentrée 2001. Vous allez comprendre, ça, c'est encore un chouette truc. Ça fait 2 ans, 2 bonnes années que je travaille, ben, comme je vous ai dit, en saison de ski et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la rentrée des classes, me voilà étudiant. Sauf que je me dis, logiquement, j'ai le droit aux acédiques. Et là, en fait, je suis allé voir, à l'époque, alors aujourd'hui, ça s'appelle France Travail, je crois. Je suis allé voir la NPE, j'ai une très bonne interlocutrice face à moi et je lui dis, bah, écoutez, moi, j'ai besoin de mes acédiques pour vivre. Même si je vivais chez mes parents, elle n'était pas censée le savoir. Il me fallait mes acédiques pour vivre. Et donc, elle est partie dans les bureaux avec une grande feuille. Elle est revenue. Elle m'a dit, bon, ben, vous reprenez vos études. On va pas dire que vous reprenez vos études. On va dire que vous êtes en formation. J'ai dit, ah, OK. Et là, elle me fait cocher tout un tas de trucs qu'elle avait coché elle-même auparavant avec un crayon de bois. Elle me dit, c'est pas à moi de le faire, ça sera à vous. Donc, vous reprenez tout ce qu'il y a à faire et vous allez faire tamponner ce papier par la faculté, quoi. Je reviens, je lui donne le papier tamponné et tout. Elle me dit, bon, bah, comptez d'aujourd'hui, vous êtes en formation, vous pouvez continuer à percevoir vos acédiques. Et je me dis, bingo, c'est parti pour 3 ans d'acédique. En même temps, je fais mes études, je continue de me former. Et puis, toujours dans un souci d'investissement, ben, je me dis, je vais capitaliser, quoi. Donc, j'ai rentré de l'argent. Bien sûr, mes parents n'étaient pas au courant de cette situation-là et mes parents me donnaient un petit peu d'argent de poche pour que, en tant qu'étudiant, je puisse continuer à sortir un petit peu avec les copains. Ok, donc en fait, avec ton premier accident là, à 18 ans, donc tu touchais déjà les acédiques un petit peu. Ensuite, tu as fait on va dire, les petits boulots. Et là, tu Ouais. retouchais de l'argent de l'acédique. Et au final, tu avais réussi à accumuler un petit capital avec tout ça ou tu Ah, faisais de la j'ai bringue? cumulé un bon petit capital, ouais. Ok. Mais donc, on arrive à la troisième année de STAPS. Et là, je me dis, ben, moi, c'est pas ce que je veux faire, quoi. Et en plus, ils étaient en train de remodeler tout. Le DUG n'existait plus. On passait directement en licence. Et puis, il y avait un chamboulement. Et Oui, en fait, c'est très moi, bien, c'est la réforme LMD. Je m'en souviens bien. ouais, voilà, exactement. Et moi, je voulais surtout pas continuer.
Parce que j'avais des copains qui étaient profs de PS qui me disaient, je gagne 1700 balles. La première année, bah, tu fais ton programme. La deuxième année, tu l'ajustes. La troisième année, tu ponces ton programme pour bien l'affiner. Et puis après, bah, tu déroules, quoi. Puis j'ai pas de progression, ainsi de suite. À côté de ça, je m'étais spécialisé pour faire une licence APA qui est activité physique adaptée. Donc, j'ai fait mon stage là où j'avais eu mon accident, en centre de rééducation. Et en fait, pour moi, ça a été quasiment une thérapie, en fait. Je suis rentré en tant que blessé avec une grosse rééducation à faire. Je suis revenu en tant qu'éducateur où on me proposait un contrat, mais au final, ça me plaisait pas, quoi. Moi, ce que je voulais, et je le dis haut et fort, je voulais gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent. Ne pas me dire, on est le 20 du mois, il me reste 50 balles dans mes poches, comment je vis? Moi, je voulais gagner de l'argent. J'ai toujours dit, je veux gagner de l'argent. Je peux le dire haut et fort, je veux être millionnaire. Je veux pas calculer, je veux pas que ma fille subisse ce que j'ai vécu. C'est important pour moi. Et je veux que quand elle me dise, papa, je veux une paire de baskets, si c'est justifié, elle mérite sa paire de baskets. On ne dit pas, bah attends, faut encore faire un mois ou 2 mois. Si tu veux ce vêtement-là, bah attends un petit peu. Je voulais pas tout ça. Donc j'ai toujours eu, entre guillemets, comme dit ma mère, ta soif d'argent. Ok. Et donc, normalement, si je prends la chronologie que tu avais indiquée sur le forum, je crois qu'il y a déjà un premier investissement immobilier dans un appartement en région parisienne. Et déjà, peut-être poursuis où t'en es du coup au niveau de la carrière après cette étape-là. Ma carrière professionnelle, Ouais, bah voilà. eh ben là, là, au niveau de la carrière professionnelle, je suis à un tournant que je suis à quelques. Alors, en plus de mon job étudiant les soirs, je suis livreur de pizza au coin de ma rue. En plus de tout ça, alors ça, c'est payé. On peut le dire haut et fort aujourd'hui, c'est payé au black. Donc, ça m'arrangeait très très bien pour continuer en plus de percevoir mes astédiques à côté. Et j'étais bénévole à la protection civile. Je faisais des cours de secourisme au sein de ma faculté. Puisque quand vous voulez faire professeur d'éducation nationale, à l'époque, il vous fallait le diplôme de premier secours. Vous faisiez BAFA, il vous fallait un diplôme de premier secours. Vous passiez les diplômes de BNSSA, les brevets nationaux de sauvetage et sécurité, il vous fallait des premiers secours. Et en fait, au sein du STAPS, ben, tout le monde a besoin de ces diplômes. Donc, tous les jeudis, je formais. Tous les mardis soirs, je formais. J'avais déjà amené ma copine de l'époque, qui est toujours aujourd'hui ma compagne, à faire aussi tout ça. Donc, on passait notre temps à faire des sessions et comme c'était comment dire, de la compensation kilométrique, des indemnités kilométriques, ben, ça rentrait toujours pas dans mes assédiques, quoi. Donc, je capitalisais réellement pas mal. Je gagnais réellement très bien ma vie pour l'époque. Et puis donc quand j'étais chez Disney, en fait, quand vous êtes chez Disney, c'est parce que vous êtes logé logiquement les 6 premiers mois. Ils ont leur logement à eux et ça vous permet de connaître un petit peu la région et d'avoir une idée de où vous voulez vivre. Et donc je me retrouve au bout de ces 6 mois-là et j'en discute avec mon père qu'il faut que je prenne un appartement en location ici et ça. Et mon père n'a jamais aimé les locations. Il me dit, tu sais quoi, au lieu de louer, tu vas acheter et tu vas avoir un appartement. Sachant que j'avais déjà capitalisé auparavant avec l'argent de mon accident de voiture. Donc voilà, j'avais un petit peu de denier. Et puis si j'étais en besoin, ben, mon père me file un coup de main. Donc on se retrouve à acheter un appartement juste à côté de chez Disney, à l'époque 530 000 francs, qui fait 78 000 euros. Donc voilà. Entre-temps, au bout de 6 mois, ben, je suis parti au Club Med hein, parce que ça me plaisait pas, ça me plaisait plus chez Disney. Et j'ai toujours eu la bougeotte. Donc, me voilà parti. L'appartement, il était mis en location. Ça compensait largement le loyer, et ainsi de suite. Je rentre chez mes parents. Je loge chez eux. L'appartement est toujours en location. Au moment de ma troisième année, ben, je vais m'installer. On verra par la suite. Je vais m'installer avec ma compagne et mon père vieillit, quelques petits soucis de santé. Et comme il y avait déjà de la discorde avec mon frère et que mon frère n'était pas au courant de cet appartement-là, un jour, je chope mon père entre quatre yeux. Je lui dis, écoute, papa, il va falloir qu'on trouve une solution pour l'appartement. Soit tu m'achètes,
ma partie, soit j'achète la tienne, ou soit bah, c'est très simple, on vend et puis chacun repart avec sa part. Et il me dit, bah écoute, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je veux pas en entendre parler, c'est toi qui gères. Donc, voilà repartir en région parisienne sur une journée, trois estimations immobilières. Et on passe de 530 000 francs à une estimation qui fait 200, aux alentours de 230 000 euros, en fait. Et en fait, ça se justifiait que moi, j'avais acheté de l'immeuble qui était en limite de village, au point que 3, 4 ans après, ben, je me suis retrouvé, ça a continué de construire, mais il y avait plus des champs à côté, mais je me suis retrouvé en centre-ville avec la station de RER qui était au pied de l'immeuble, quoi. Tout ce qui, tout ce qui allait bien pour valoriser le bien. Ouais, alors attends, je vais recontextualiser pour ceux qui connaissent pas l'Île-de-France. Donc, le Disneyland Paris, donc c'est à Marne-la-Vallée. Donc, si tu as acheté aux environs de 2001, c'était pas très cher. D'une part parce que c'était, on va dire, à partir de 97-98, c'était là où les prix étaient le moins chers, je crois, en Île-de-France. En 2001, Mhm. c'était pas encore trop cher. Et spécialement du côté de Marne-la-Vallée, en grande banlieue, effectivement, c'était pas encore trop construit. Donc, à mon avis, sur le prix de ton achat de départ, tu as eu, entre guillemets, une double chance. Un, le marché de l'immobilier dans son ensemble était pas encore trop cher à l'époque. Et deux, cette zone-là était pas encore trop chère non plus, alors qu'elle était en train de se développer à toute vitesse. Est-ce que je peux résumer comme ça? Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. C'était réellement tout à fait ça. On était une cité dortoir. C'était des immeubles qui se ressemblaient tous les uns à côté des autres, et tout le monde partait travailler sur la capitale ou travailler principalement chez Disney, quoi. C'était la cité dortoir. Mais après, ça s'est développé et voilà. Et en fait, c'est là que ça a été le gros tournant de de tout l'avenir, quoi. Parce que j'arrive à un appartement qui fait 78 000 euros, mais quand je l'ai acheté à 230 000, 4 ans après, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, il y a moyen de gagner réellement beaucoup d'argent avec de l'immobilier. Déjà, à l'époque, je m'étais dit en achat-revente. Et puis après, bah, j'ai commencé à découvrir, à me pencher dessus, à découvrir le forum, à découvrir des livres. Par exemple, Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban, à avoir les premiers influenceurs immobiliers avec Michael Ferrari. Et puis bah, après, on s'éduque petit à petit, on se construit tout seul. Et puis quand on rebondit sur un investissement, puis deux, puis trois, et puis voilà, quoi. Ça s'est fait tout seul. Ouais, là, le truc, parce qu'en fait, comme tu as 45 ans, on a le même âge, donc c'est facile de compter, c'est que, en fait, tu es dans ta vingtaine et tu as déjà fait une belle plus-value immobilière et du coup, tu te retrouves avec un bon capital. Est-ce que tu te souviens à peu près la plus-value que tu avais fait, éventuellement avant impôt ou après impôt? Euh, je sais plus, je peux plus dire, et je m'étais pas penché dessus, mais on avait vendu le logement aux alentours de 200 000 euros parce qu'en plus il était squatté. Mais enfin, passons, ça, c'était les premières erreurs de gestion. Moi, j'y connaissais rien. C'était mon père qui avait trouvé le locataire. Enfin, passons, je vais pas revenir dessus, mais on l'a vendu, on a réussi à récupérer le bien, on l'a vendu 200 000 euros. Et puis voilà. Et en plus, entre-temps, quand moi j'ai vendu le logement, mon papa était décédé, donc il fallait que j'en donne une part à mon frère, ainsi de suite. C'était un petit peu compliqué, quoi. Ok. Et donc là, donc tu vends le bien là, tu te mets à, enfin, tu es influencé par les premiers investisseurs immobiliers sur Internet et en livre par Olivier Seban. Et là, tu décides de faire quoi, du coup? Bah alors, on va refaire un petit bond en arrière. Donc, on est à la fin de ma troisième année de faculté et je fais un passeport langue vite fait sur Amiens parce que je voulais apprendre l'anglais impérativement. Et moi, je suis gros fan de football. Et je me dis, allez, je m'en vais en Angleterre, je vais travailler dans un pub et si possible, un pub à côté du stade. Et donc, grosse discussion avec ma maman. Elle n'envisageait pas ça parce qu'elle savait très bien que si je partais, ben, c'était pour plus me revoir ou, d'une façon compliquée. Et elle me dit, mais comment tu vois l'avenir? Je dis, moi, je veux. Mes parents étaient du métier du bar, donc je dis, moi, j'ai grandi dans un bar, je veux remonter un bar. Là, surtout François ne fait pas ça. Ne fait surtout pas cette bêtise-là. Tu vas voir, c'est beaucoup d'heures, on gagne pas d'argent ici et ça. J'écoute, de toute manière, j'ai pas beaucoup de diplômes, parce que je veux pas rester dans le sport, donc je veux ça. Un jour, un matin, j'ouvre le courrier Picard, et il y avait encore les petites annonces dans le journal.
Et puis là, c'est marqué vend, bar, brasserie, chiffre d'affaires intéressant à développer. Je dis à mon père, je dis, c'est pas compliqué, tu vas aller regarder ça. Je dis, tu te renseignes. Entre-temps, j'avais terminé mes études, j'avais trouvé un petit job dans un centre d'appel qui me donnait des horaires de travail stables, donc que je pouvais continuer à faire mes formations de premier secours et puis continuer à faire mes livraisons de pizza. Donc ça allait très bien. Et je reviens le midi. Bon, je dis à mon père, t'as été voir pour le bar? Il me dit, oui, oui. Il me dit, tu dîneras jamais. J'ai alors j'en cite trois, quatre dans un mien où j'avais la connaissance. Et dans une discussion ultérieure, j'avais dit à mon père que un établissement particulier m'intéressait sur un. Et en fait, c'est cet établissement-là qui, pardon, c'est cet établissement-là qui se retrouve à vente. Et donc, tu Et en l'as fait, racheté? en fait, là, on est à table, il y a mon père, ma mère, et maman n'est pas au courant que j'avais demandé à mon père de se renseigner. Et en fait, quand maman elle a entendu le nom de l'établissement, elle a dit c'est bon, oh, c'est bon, il y a le droit. Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé, mes parents m'ont laissé faire parce que ils voulaient absolument pas que je monte un bar. Donc, ils m'ont laissé faire. J'ai fait tout seul toutes les démarches chez les banques. Dans les banques, je suis allé voir, j'ai fait 6, 7, 8, 10 banques. Ça a pris des mois, mais puis un jour, mon père me dit, bon, t'en es où? Je dis, bah, regarde, j'ouvre le courrier, j'ai encore un refus de banque. Il me dit, bon, bah, je vois que t'es motivé. Je dis, ouais, ouais, ouais. Et puis, excusez-moi du terme, à l'époque, ma copine était une bonne relation de santé, on va dire. Et donc, un jour, je lui téléphone, je lui dis, je vais monter un bar, est-ce que tu suis? Et à partir de ce moment-là, ça a été officiellement ma compagne. Et donc, elle a fait un apport avec moi, elle a monté l'établissement avec moi. Et donc, pour revenir à mon père, ce qui s'est passé, c'est, il me dit, bon, ben, je vois que tu es bien motivé. Ben, écoute, là, il a pris le téléphone, il a téléphoné au directeur d'agence de la banque. On a eu un rendez-vous l'après-midi même. Il a porté sa signature et puis ça s'est fait comme ça. J'ai eu mon accord de crédit beaucoup plus rapidement. Ok, donc Mais il voulait. ouais, je vais résumer. On sent qu'il y a un peu d'émotion dans ta voix. Donc, ce que je Ouais, comprends, ouais. c'est qu'en fait, au début, tu t'es un peu construit en opposition du coup avec tes parents, vu que eux, ils voulaient pas que tu que tu que tu ailles dans le métier de barman, mais que finalement, eh ben, veux en reprendre un quand même. Tu galères beaucoup, mais malgré tout, tu vas finir par avoir le bar, mais cette fois-ci, c'est tes parents qui vont t'aider, alors qu'au préalable, ils étaient plutôt contre. Donc, c'est ce que je comprends. Et il coûtait combien ce bar? Parce que finalement, tu avais du capital, etc. Et on a l'impression que c'était très, très, très compliqué pour le racheter. Est-ce qu'il était Bah, en si cher fait, que ça ou comment ça se passait? la grosse complication, c'était qu'on n'avait aucune expérience. Moi, ma compagne, elle est éducatrice sportive à la municipalité d'Amiens. Donc, aucune expérience de bar. Moi, mes parents étaient du métier, mais moi, je connaissais rien. J'avais jamais tiré un nid avant d'être derrière un comptoir, d'être derrière mon comptoir surtout. Et ça a été la première complication. Puis on était jeunes, j'avais tout juste 25 ans à l'époque. Aujourd'hui, un patron de bar, à 25 ans, vous êtes serveur. Un patron de bar, vous êtes patron à la trentaine, 30, 35 ans. Donc c'était comme ça a été compliqué. Le bar à l'époque, je crois qu'il valait 135 000 euros. Ma compagne et moi, on arrive avec 60 000 d'apport. On est quasiment à 50% d'apport de l'établissement, quoi. Par contre, c'était un bar de quartier, et réellement un petit bar de quartier, quoi. Très très vétuste, très très sale. Même pour dire, ma compagne avait honte de dire que c'était elle. Moi, j'étais fier parce que c'était rock'n'roll pour l'époque. Moi, j'ai pas été fier longtemps puisqu'on a fait des travaux très rapidement. Et donc, pareil, ce bar, ça a été aussi un tournant parce que, ben, en fait, c'était deux petits locaux commerciaux. Il y avait le 11, le 13. Le 13, il y avait déjà un bail et le 11, le bail était à refaire. Donc, on prend contact avec mes parents parce que je suis pas du tout expérimenté de tout ça, hein. Je suis autodidacte, hein. On s'est construit tout seul. Mes parents étaient là un petit peu pour m'aider, mais je le répète, hein, je connaissais rien du tout. Et on va voir la propriétaire. On lui dit, bah, écoutez,
il y a un bail à refaire, il faudrait refaire le bail. Nous, on est les nouveaux propriétaires. Et là, la petite dame, elle me dit, bah, c'est pas compliqué. Moi, je vais pas faire de bail, je vends les murs. Et je réponds du tac au tac, je l'entends bien, madame, mais moi, j'ai pas de sous. Et là, ma mère, elle me dit, elle me tape sur l'épaule, elle me dit, t'inquiète, on va s'arranger. Donc, je me retrouve à acheter les murs commerciaux de mon établissement. Et maman, elle me dit, au lieu de payer un loyer, maintenant, tu vas payer un crédit. Mais une fois que tu auras payé le crédit, ben, ça sera des revenus supplémentaires pour toi, sachant que mes parents n'ont jamais réussi à acheter les murs de leurs établissements. Donc, ça a encore été un tournant là-dessus. Et puis après, toujours avec les influenceurs, j'ai appris à pouvoir déplafonner le loyer et ainsi de suite, quoi. Donc ça a été, puis on a charbonné, beaucoup charbonné, peut-être trop, ou pas assez. Et alors, du coup, comment ça se passe? Alors, que je comprenne bien. Donc là, le bar, t'es dedans, c'est toi qui es dedans ou t'as mis un salarié dedans, en fait? Comment ça se passe? Les horaires? Et t'as du coup une licence pour vendre de l'alcool? Et quel est ton positionnement? C'est quoi le type de personne qui est là-dedans? Pour caricaturer, est-ce que genre, je sais pas moi, t'as des poivrocs, selon le terme consacré? Ou comment c'est en fait? Parce que pour des gens de Alors, l'extérieur, en fait, c'est toujours un peu sulfureux, on va dire, les bars. alors, on va, j'espère qu'un jour, un de mes clients va écouter ce podcast et qu'il sourira. Ça va être péjoratif ce que je vais dire. J'avais des poivreaux rock'n'roll. C'est-à-dire que j'avais une clientèle de 18 à 35 ans et plus. L'établissement que j'ai acheté, ça a été le premier café concert à Amiens. Pendant mon prédécesseur, pendant 20 mois qu'il a tenu l'établissement, il avait stoppé tous les concerts. Nous, après, on a repris les concerts amplifiés parce que ça aussi, ça a eu son importance. On avait repris les concerts amplifiés à hauteur de 50 concerts par an, plus la fête de la musique, plus des gars qui étaient de passage. Allez, on faisait une soixantaine de concerts par an, quoi. Et ça, on a fait ça pendant 16 ans. Nos horaires, on ouvrait le matin à 9 heures du matin. Pardon. On a ouvert de 9 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, 6 jours sur 7. Et tout seul. Ma compagne, comme je vous l'ai dit, elle était éducatrice. Elle avait aménagé son emploi du temps pour être là tous les midis. Elle arrivait à 11h45, on repartait à 13h45 et on faisait à manger sans jamais avoir d'employé pendant 7 ans. Donc, Donc ce que voilà, tu décris, c'est un peu, je vais pas dire que c'est une vie de forçat, mais on va dire que là, c'est pas le truc de la Gen Z en ce moment où il faut équilibrer la vie professionnelle, la vie personnelle et tout ça, parce que c'est des horaires de ça a fou. été des horaires de dingue, mais je savais où je voulais aller. Je savais où je voulais aller. Ça a toujours été ma conviction. Et là, c'est ce que je vais dire. C'est important. Ma compagne et moi, on vient de familles très modestes. Mais quand je dis très modeste, c'est très, très modeste. Le papa et les parents de ma compagne sont polonais, ne parlent que polonais. Elle est la première génération française. Ils ont des passeports polonais. Donc, elle aussi, elle a vécu, ça a été dur aussi pour elle. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait notre force. C'est qu'on n'a jamais rechigné au travail. Jamais. Et j'avais toujours cette perspective que j'ai toujours eu jeune, c'est d'arrêter de travailler à 45 ans. Donc, on a mené la cadence pour pour atteindre cet objectif-là. Au niveau du bar, au bout de 6 mois, on a commencé les premiers investissements pour rénover l'établissement. Au bout de 18 mois, il est totalement sur pattes. Et ce que je veux dire sur pattes, c'est qu'on a tout fait. Comptoir, arrière-bar, tout le mobilier de la salle, les façades, l'éclairage, l'électricité, les toilettes, la cuisine, l'extension dans la cuisine et ainsi de suite. On avait un outil de travail où je partais d'une base dégueulasse, malsaine, à avoir un outil de travail sain pour entre guillemets, je savais pas, officiellement, ça aurait dû être 7 ans. À 7, on est allé à 10. De 10, on est allé jusque 16. Mais parce que on avait toujours des objectifs. Donc voilà. Et moi, l'objectif, j'avais toujours dit à ma compagne, Marie, je ne ferai jamais plus de 10 ans ici. 9 ans et demi. Un jour, je la regarde. Je lui dis, Marie,
dans 6 mois, on arrive aux 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et là, elle me dit, si toi, tu m'en parles, c'est que tu as déjà une idée. Je dis, oui, j'ai une idée. J'ai même plusieurs idées. Soit on vend, on s'en va. Soit on garde, on remonte un truc à côté. Soit on vend, on reste sur Amiens. Et elle me dit, bah, t'as quoi comme idée? Bah, je dis, moi, on peut le garder, celui-là. On met notre employé de l'époque, parce qu'entre-temps, on a eu une petite fille au bout de 7 ans d'exploitation et on a aménagé un petit peu nos emplois du temps. Et je dis, bah, on va valoriser Thomas, on va lui confier l'établissement et puis voilà. Et puis je remonte quelque chose à côté. Et ça a été la Française des Jeux, le deuxième établissement. Que ça a aussi une belle histoire. Mais si vous avez des questions juste avant qu'on passe à cette étape-là, vous pouvez. Bah oui, ma question c'est est-ce que l'activité était rentable au fil des années? Est-ce que donc tu bossais beaucoup, mais est-ce que ça valait la peine? Ou c'était comme tes parents et la vie était de barman était difficile? Enfin, de gérant de bar plus barman. On a eu une belle vie. Franchement, ça a été un établissement alors, on tirait un salaire et demi. Moi, j'avais mon salaire qui n'était pas non plus florissant, mais je tirais un salaire. Ma compagne avait le sien avec la fonction publique. Euh, et on avait un employé juste à côté. Donc, c'était pas dingue. Mais on vivait bien, on avait un logement de fonction au-dessus de l'établissement, donc voilà, qui était payé par le bar, on n'avait pas de loyer, donc tout allait bien. Ok. Et Est-ce que des fois tu avais affaire à des types bourrés? ah, alors tu parlais on peut se tutoyer, Ouais, ouais. ouais. Tu parlais d'un milieu sulfureux, j'ai j'ai ma petite notoriété sur Amiens. Donc, on n'est jamais venu trop se frotter à moi. D'accord. Je n'ai jamais eu de soucis dans mes établissements. Dans aucun de mes établissements. Ok. Ça arrivé une fois, ça s'est mal terminé et ça a peut-être fait aussi ma réputation. Ok. Bon. Alors, donc là, c'est le premier. Donc après, tu veux en ouvrir un autre. Je veux ouvrir un deuxième établissement parce qu'on arrive à 9 ans et demi et là, c'est le gros, gros, gros tournant. Donc, là, c'est une petite fille bah, qui a 3 ans et demi, 5 ans, qui est autour de la table avec nous et je m'aperçois pas qu'en fait c'est une éponge et qu'elle absorbe tout. Parce que vous allez comprendre par la suite, nous, ma compagne et moi, ben, on discute, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut voir et ainsi de suite. Entre-temps, il y a un établissement qui s'est ouvert à Amiens qui avait pris, entre guillemets, mon concept que je voulais monter, j'aborderai après. Et ma compagne me voit un petit peu démoralisé et puis elle me dit, t'inquiète pas, on va faire mieux, on va faire plus fort. Donc ça m'a regonflé et puis on a commencé à rentrer en contact avec une brasserie belge. Je peux donner le nom ou pas? Ouais, ouais, dis ce que tu veux. C'est la brasserie Hug en Belgique. Et leur bière, c'est un éléphant rose qui s'appelle Delirium. Et en fait, on les a approchés pour monter un Delirium Café, hein, où le cahier des charges était un petit peu dur. Ils demandaient des choses où nous, c'est une ville d'après-guerre, donc beaucoup de reconstruction avec pas de grandes surfaces comme eux ils voulaient. Mais, euh, mais je suis motivé parce que quand j'étais plus jeune, on va refaire un petit bond en arrière. On est en 2015, non, 2007, excusez-moi. On est en 2007 et je me retrouve à une soirée en Belgique au Delirium Café et je suis bouche bée devant l'établissement et tout. Et durant cette soirée-là, j'ai un copain qui me dit, mais François, on dirait qu'on t'a perdu. Je dis, le concept de dingue du bar, quoi. Et je dis, tu sais quoi, Adrien, un jour, il y aura un Delirium Café à Amiens. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, on fait un bond vers le futur. Donc, nous voilà en pleine démarche pour trouver un établissement pouvant recevoir notre futur projet. Donc, dans mon cahier des charges à moi, c'était acheter les murs pour faire deux pierres en une seule fois, faire l'immobilier et faire l'exploitation. Donc, on prospecte un peu à gauche, à droite. J'ai deux, trois établissements, deux, trois, même pas établissements, deux, trois immeubles qui sont en vente, qui correspondent à peu près à ce que eux cherchent. Et donc là, je fais descendre les Belges à Amiens. On passe une partie de l'après-midi.
Je leur fais visiter un immeuble, deux, trois. Ça leur plaît pas plus que ça. Ils disent, t'es sûr? Eux, ils connaissent pas la ville. Ils me disent, t'es sûr? Je dis, ouais, ouais, ça peut le faire. Bon, et on passe toute la journée. Le soir, on va au restaurant. Après le restaurant, ben, digestif. Allez hop, on descend dans le quartier nocturne et il s'aperçoit que la morphologie des petites maisons amiénoises, ben, c'est pas des grandes surfaces, donc ça va être compliqué de répondre à leur cahier des charges, mais je leur montre tout le quartier nocturne. Puis là, il est 1h, 1h30 du matin, et ils me disent, bon, on va retourner à l'hôtel. Nous voilà sur le chemin du retour. Et à l'hôtel, au bout d'un moment, ils me disent, mais tu nous as pas montré le plus gros bar à bière d'Amiens. Et on est à l'entrée de la rue. Je dis, vous voyez, là-bas, tout au bout, vous voyez les petites lumières? Ils me disent, ouais. Bah, je dis, c'est là. Mais ils me disent, on y va. Nous voilà partis. On s'arrête devant l'établissement. Je leur présente l'établissement. Je dis, il est transperçant, il donne sur 2 rues. Là, c'est un pub. Ça fait 1000 hectos de bière, et ci et ça. Ils disent, OK. C'est quoi les horaires? Je leur donne les horaires. Puis ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils me disent, il n'y a pas de bar à côté? Bah, je dis, non, il est perdu, il est tout seul. Et là, mais quand j'y pense, et c'est tellement flagrant, ils me disent, il n'y a pas de bar. Il y a personne qui s'installe à côté. Je dis, bah non. Il me dit, le gars, il coule 1000 hectos de bière ici, sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas, un bar traditionnel en France, c'est entre 120 et 150 hectos. Donc, lui, il en a fait 1000. Et là, ils me disent, bah, il y a personne qui a eu l'idée de s'installer à côté, quoi. Bah, non. Et là, ils tournent la tête et il y a, sur un immeuble, il y a marqué à vendre. Et là, ils me disent, François, tu vas t'installer là. Sachant que, comme je suis dans le milieu du bar et que mon premier établissement est un pub, l'établissement nocturne qui fait 1000 hectos est un pub aussi. Donc il y a que 2 pubs sur Amiens, il y avait moi et lui. Et j'ai toujours été en discorde avec ce patron de bar-là. De toute manière, j'étais en discorde avec tous les patrons de bar. Donc. Mais ça, c'est autre chose. Et je me dis, ouais, là, je vais aller chercher la fièvre si je m'installe juste à côté, quoi. Mais je me dis peut-être que le raisonnement est tellement bon de. Et eux, ils me disent, bah, regarde, Decathlon, il s'installe à côté d'Intersport, But, il s'installe à côté de Conforama, ben non, on va s'installer un peu à côté du plus gros bar. Il me dit, c'est que l'emplacement, il est bon s'il y a 1000 hectos qui coulent là. Puis il me dit, c'est surtout quand il est plein, ben les gens, ils vont pas se barrer ailleurs, ils iront chez toi. Bon, nous voilà partis, nous voilà repartis à négocier avec les banques. Déjà, je fais une visite de l'immeuble. Je contacte l'agent immobilier. Il y avait ses coordonnées sur la façade. Je visite tout l'immeuble. Ça, tous les critères étaient bons pour nous. Sachant que pour aller à la cave, c'est un ancien magasin de moto. Pour aller à la cave, il y avait une rampe et pas des escaliers. Donc, imaginez quand il faut descendre des fûts, c'est beaucoup plus simple de les descendre à une rampe sur un diable que de descendre sur un diable avec des escaliers. Une belle surface, une possibilité de développement parce qu'il y a un étage. Et là, tout d'un coup, bah, la question qui fâche, quoi. C'est quoi le prix? Et là, il annonce un prix. Et là, je sors des yeux qui sortent des orbites, quoi. Et je dis, excusez-moi, mais ça vaut pas ça, quoi. Il me dit, le monsieur, il me dit, mais pourquoi vous dites ça? Ben, je fais un tout petit peu d'immobilier, je connais bien rien, ça vaut pas ce prix-là. Et j'en suis désolé, quoi. Il dit, pourquoi, pour vous, ça vaut combien? Ben, je dis, j'en sais rien, je connais pas les surfaces. Je peux vous faire un prix à la volée et puis on ajustera en fonction de ce que vous me dites. Alors, il me dit, il y a 2 garages. Alors, je prends, je sais plus, je crois que j'avais estimé les garages à 10 ou 12 ou 15 000. Il y a tant de surface commerciale. J'avais fait un prorata. Il y avait tant de surface habitable, un autre prorata. Je lui dis, même votre cave, je vais la valoriser parce que pour moi, elle a de l'importance. Et je sors un prix. Le monsieur, franchement, bouche bée. Il me dit, ouais, mais moi, c'est pas ce que je veux. Ben, je dis, écoutez, moi, c'est ce que je l'estime. Et là, l'agent immobilier, il répond, mais écoutez, tout le temps que je vous dis que vous demandez beaucoup trop cher. Et ça se stoppe là. Je vous tiendrai au courant. Bon, passe peut-être 3 semaines. Pour moi, je sais tomber aux oubliettes. Le monsieur, il donne pas suite. 3 semaines après, il me dit, bon, ben, si vous arrondissez à la dizaine supplémentaire, on y va. J'ai dit, OK, mais la dizaine supplémentaire, ça représentait un prix, hein. On était déjà, moi, j'avais valorisé à 380 000.
Là, ils ont demandé 390. J'ai dit, ouais, mais moi, ce prix-là, ça représente une grosse somme. J'ai déjà pas mal de crédits en cours. Je sais pas si ça va le faire. Il me dit, pas de souci, on fait un préavis à long terme. Bon, il nous ouvre la partie. On ouvre la partie à aller démarcher toutes les banques. Je présente le projet à mon banquier personnel, avec qui j'avais déjà monté pas mal de dossiers. Dans mon réseau de relations, j'ai la maman d'une copine qui travaille à l'inspection des crédits au siège. Donc mon dossier, je monte le dossier avec mon banquier, qui monte après à l'inspection des crédits. La dame, elle me dit, franchement, je sais pas ce que ton banquier a fait, mais le dossier, il est ni fait ni à faire. J'ai dit, ah bon? Sachant qu'elle connaissait bien mon projet, elle connaissait mon profil et tout. Là, d'un coup, elle me dit, bah, écoute, François, va le revoir et ajuste sur certaines choses. Tiens, voilà, appuie sur ça, appuie sur ça, appuie sur ça. On y retourne, on refait le dossier. Deuxième fois, négatif. La maman, elle me dit, écoute, moi, je te donne un dossier vierge. Je te conseille, c'est que tu le montes toi-même. Et puis, lui, il fera sa partie. Et là, donc, nous voilà repartis pour une troisième fois. Déjà, le banquier est un peu surpris que je lui ramène le dossier de banque personnel, fait mes mains, et il me demande comment j'ai eu ça. Je dis, ça ne le regarde pas, et il représente le dossier. Et visiblement, il l'a bâclé parce que toujours avis négatif. Donc là, me voilà parti dans des banques concurrentes. Donc je vais à gauche, à droite. Et je me dis, tiens, je vais aller un peu dans la banque de mes parents. Donc je vais à la banque de mes parents, je suis reçu, on monte le dossier, une première fois négatif, deuxième fois négatif. Et je vois le directeur d'agence, je lui dis, mais monsieur Canson, moi je vous invite, on va aller à Rouen parce qu'il y a un autre DLRM qui a fait à Rouen, vous pourrez avoir une idée et tout. Il me dit, à Rouen? J'ai dit, oui, à Rouen, on va aller à Rouen. Mais il me dit, attendez, notre siège, il est à Rouen. Il prend son téléphone, il appelle, il demande si les comptes du Delirium de Rouen sont dans la banque. Et oui. Et là, il me regarde. Alors, je sais pas ce qui s'est pas, je me doute de ce qui s'est dit, mais il m'a dit, dorénavant, c'est moi qui prends le dossier et moi, on me refuse pas un dossier. Et il a remonté le dossier et il m'appelle, sachant qu'entre la signature du préavis et maintenant, il s'est passé 6 bons mois, quoi. Donc, il m'appelle et il me dit, François, j'ai un avis positif. Ton dossier, il est bon. Mais il me faut une chose. Et je dis quoi? Il faut que ta maman le contresigne. Elle se porte garant pour toi. Waouh. Et là, tout se passe. Entre-temps, nous étions allés en Belgique pour montrer le projet à maman parce que la maison mère est à Bruxelles, où comme maman est du métier, bah, elle voit un petit peu, elle a toute connaissance, elle voit bien le projet. Et sur le chemin du retour, elle me dit, tu sais, tout ce qui marche à Bruxelles ne marchera peut-être pas à Amiens. Donc déjà, je savais déjà qu'elle avait une appréhension par rapport à tout ça. Puis comme elle avait déjà une appréhension par rapport au milieu du bar, je me suis dit, elle va jamais vouloir que je remonte un établissement et qu'en plus, elle contresigne. Mais alors au début, elle me dit non. Et puis elle vient au bar parce que comme mon papa est décédé, ben, pour meubler son temps, elle venait nous donner un coup de main de temps en temps. Et puis comme ça, elle buvait son café, elle voyait des clients, et ainsi de suite. Et un jour, elle était avec nous le midi, elle nous donne un coup de main, elle s'en va. Elle redescend 1 heure et demie après. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là? Elle me dit, j'ai bien réfléchi. Je vais signer pour toi à la banque. Donc, nous voilà repartis, bras dessus, bras dessous. Moi, avec un sourire, je me dis, ça y est, c'est bon, c'est parti, quoi. On y va, on va à la banque. On demande d'avoir le directeur d'agence. Le directeur d'agence, il nous reçoit tout de suite. Maman signe sa partie et allez, c'est en route, quoi. On sort de l'agence. Vous imaginez pas dans quelle joie je suis. Je lui fais un gros câlin, je lui fais des bisous, je lui dis 15 fois merci. Et là, elle me dit, François, je vais te demander une chose. Là, je viens de signer pour toi. C'est toutes les économies d'une vie de ton père et de moi. Donc, je te demande, c'est surtout pas échouer. Je peux vous dire, je suis réellement à 2 doigts de re-rentrer dans la banque et d'arracher tous les documents, en fait.
Mais j'ai cette rage au fond de moi où je me dis, là, je vais avoir la bécane, le bar, LE majuscule, pour aller à l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire d'être le plus gros bar d'Amiens. Juste d'Amiens. S'ensuit des travaux. Entre-temps, ma compagne a stoppé elle a demandé une mise à disposition à la ville d'Amiens pour reprendre mon premier établissement avec notre employé. Donc la voilà aussi patronne et non plus employée de la fonction publique, même fonctionnaire, on peut dire. La voilà patronne. Donc elle gère notre premier établissement. Moi, je gère le deuxième. L'ouverture le 6 juin 2016, une semaine après finale de l'Europa, pas l'Europa League, la Coupe d'Europe au football. Un monde de dingue, une explosion tous les soirs, des chiffres réellement astronomiques, un volume de bière qui coule, qui coule, qui coule. Et là, je me dis, wow, on a réellement monté une bécane. Le, Au bout de un mois et demi, j'appelle mon comptable, je lui dis, à votre avis, est-ce que je peux embaucher quelqu'un? On n'était que quatre, hein. Il me dit, oui, oui, oui. Je dis, parce que là, on fait des heures à n'en plus finir, on fait un chiffre astronomique. Il faut du personnel. Écoutez, on va y aller sagement. Prenez simplement un employé pour 4 mois. On fera le bilan dans 4 mois. Votre établissement, c'est tout beau, tout nouveau. Donc, vous faites la curiosité et puis c'est tout. Ça tombe dans 4 mois. Vous serez redescendu au rythme des autres établissements. Bon, nous voilà partis sur 4 mois. Les chiffres, ils descendent jamais. Ils ne font jamais qu'augmenter. Et si vous vous souvenez, ma maman me demande obligatoirement de réussir parce que il y a toujours ces économies qui sont en jeu, quoi. Et un dimanche midi, j'arrive chez elle avec une bouteille de champagne fraîche que je pose sur la table. Elle, me Elle me demande un petit peu ce qu'on est en train de fêter. Et là, je lui dis, maman, tu n'auras pas d'inquiétude avec le délirium. Ça fait aujourd'hui 100 jours que nous sommes ouverts et le prévisionnel est déjà fait. On avait fait le chiffre d'affaires qu'on avait prévu, on l'avait fait en 100 jours. Et à la fin de l'année, à la fin de la première année, en fait, on s'est retrouvé avec, par rapport au prévisionnel fait au niveau des banques, on s'est retrouvé avec juste 1 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Et là, ça a été tout simplement dingue parce que si vous vous souvenez, je vous ai parlé du pub à côté. Ben, le pub à côté, il s'est retrouvé à moins 30% la première année. Nous, on s'est retrouvé, lui, il faisait 1000 hectos, nous, on s'est retrouvé la première année à faire 1200 hectos de bière. Et en plus, à côté de ça, on faisait 130 hectos de bière en canette, ce qui est énorme. Parce que dans mon précédent bar, quand on faisait une caisse la semaine, on était au comptant. Et là, ça représentait quasiment 8 caisses par jour. Donc voilà. Ok, alors je vais essayer de résumer un peu. Donc finalement, on peut dire que quand il y a une concurrence, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, ça peut vouloir dire qu'il y a un marché, alors qu'à l'inverse, s'il n'y a pas de concurrence, d'un côté, on peut se dire c'est bien, on s'installe ou on monte le business et il n'y aura pas de concurrence, mais aussi ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas de marché. Et là, Mm. manifestement, donc les types qui étaient venus avec toi de la Belgique, eux, ils ont passé l'espèce de blocage psychologique que peut-être que ceux qui habitaient à Amiens pouvaient avoir. Et ils se sont dit, ben, s'il y a un gros bar qui marche là, il faut en mettre un juste à côté. Après, donc quand tu as cherché pour avoir cet immeuble-là, et puis que tu as négocié avec le propriétaire, bah là, dans ton exemple, on voit que parfois, bah, même en négociant un prix qui est bien moindre que ce qu'attendait le propriétaire, des fois, ça peut passer, alors qu'on aurait pu se dire que finalement, il y avait trop d'écart, et puis finalement, ça a marché. Et je me souviens que Olivier Seban, justement, dont j'avais suivi aussi un petit peu, on va dire, l'actualité ou ce qu'il disait sur son site il y a une dizaine d'années. Et des fois, il disait qu'il faut faire des propositions, même parfois absurdes, et que parfois, bah, ça peut passer. Puis si ça passe pas, bah, c'est pas grave. Mais si ça passe, bah, tant mieux pour nous. Et le troisième truc aussi que je retiens, c'est que tu as quand même bien galéré pour avoir tes Oh différents oui. prêts. À chaque fois, que ce soit pour le premier, que ce soit pour le deuxième, il faut mettre tout des garanties, etc. Et c'est vrai que
ça change un petit peu de l'investissement boursier où malheureusement, il faut déjà un petit capital, hein, mais c'est sûr que quand on fait clic-clic avec la souris, c'est pas la même chose que quand il faut se bagarrer pour avoir un prêt et tout ça. Sachant qu'en fait, quand tu as ton prêt là pour ce qui va devenir le deuxième bar, en fait, c'est que le début, parce que tu as le prêt pour acheter le truc, mais après, il faut encore assumer les travaux, faire en sorte que ça marche, etc. Donc tu te bats, entre guillemets, pour t'endetter alors que quand tu as déjà du capital et puis que tu investis bêtement en bourse, et ben voilà, tu fais clic-clic et puis voilà, tu as déjà fait le boulot, entre guillemets, en ayant fait clic-clic. Il y a un truc que je voulais voir avec toi aussi, c'est que de l'extérieur, entre un restaurant et un bar, moi, c'est vrai que je me suis toujours dit: «Un bar, ça doit être mieux» parce que justement, ça ressemble un peu à faire clic-clic avec la souris. C'est que tu tires ta bière pression, hop, tu encaisses, alors je sais pas combien tu les vendais, entre 5 et 10 balles et puis tu fais ta marge tout de suite. Alors que quand tu as un resto, et ben, faut que tu ailles acheter ta matière première, par exemple au marché. Après, il faut que tu cuisines, ensuite, il faut que les gens mangent et cetera. Tu fais ton coef 3, 4, 5 sur ta matière première mais c'est beaucoup de boulot, tu vois, un resto. Et sauf peut-être les pizzerias et les crêperies où là, on sent que c'est plus simple. Et je me disais, un bar, c'est quand même cool parce qu'à chaque bière que tu tires ou à chaque bière que tu vends en canette, bah voilà, tu touches l'argent et puis ça t'a pas demandé trop d'efforts, tu vois. Eh ben, détrompe-toi. Et ben justement, c'est pour ça que je t'en parle. C'est pour que tu m'expliques en fait. Je sais pas si tu connais un peu, j'en sais rien moi, la marge sur chaque bière que tu tires ou comment ça se passe? Bien sûr, je sais. Alors, en fait, on va déjà partir de la base. Nous, en 2016, quand on a monté l'établissement, le Delirium Café, on était sur un marché de la bière qui était en plein développement. Je sais pas si c'est toi qui fais tes courses au supermarché, mais souviens-toi, il y a 20 ans, le rayon bière, comment il était, et regarde aujourd'hui comment il est. Oui, tout Il à a fait. été, Ouais. Mmh. il a été multiplié par 2 ou par 3. Ouais, mais ça, c'est une tendance. Ça, c'est bah, après, j'arrête de te couper, mais effectivement, en fait, on boit de moins en moins de vin et on boit de plus en plus de bière, spécialement les jeunes générations, en fait. Et le vin, c'est très mauvais pour le vin en ce moment en France. La tendance est vraiment pas bonne parce que aussi bien en extérieur qu'en intérieur, on boit moins de vin français, alors que la bière explose, effectivement. Mais alors, maintenant, il faut déjà savoir que la bière, c'est le premier alcool mondial le plus vendu et le plus bu. Donc déjà, quand tu te dis je monte un bar à bière, tu sais déjà que tu te plantes pas. Après, il y a différents types de bières. Il y a les IPA, les NIPA, les sour, les gauze et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ce que je disais toujours à mes employés. Si demain tu vas chez un concessionnaire voiture qui te dit, moi, ma voiture, elle a un moteur, un volant, quatre portes et puis une carrosserie, tout le monde est capable de le dire. Nous, on savait parler de la bière. On savait en parler. On savait faire découvrir aussi aux clients. Et en fait, on était une attractivité. On avait 26 tirages pression dans notre établissement. Un bar traditionnel, minimum 3. Un bon bar, on a 8. Là, on en avait 26. On avait 250 bières différentes en bouteille à proposer. On savait parler de tout. Tu goûtais telle bière, on te disait qu'est-ce que tu as aimé dans cette bière-là? Ah, j'ai aimé l'acidité. Ok, on va te faire découvrir un autre truc. On proposait ça. Qu'est-ce que tu as aimé? Ah là, j'ai aimé le fruit. Ok, tu as aimé le fruit et l'acidité. On repartait sur une autre brasserie et c'était un jeu pour nous. À la fin, c'était un jeu. J'avais mis des spécialistes du bar et de la bière derrière le comptoir. Et c'est ça qui a fait réellement notre force. Après, bon, c'était pas compliqué, hein. Tu t'achètes une bière à 1 euro, tu la revends 4. Tu fais fois 4. OK, bah, dans la restauration aussi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on faisait, x4, mais sauf qu'il faut en plus, faire à manger, quoi. Alors que là, la bière, tu juste à la vendre, c'est plus simple. Ouais, mais quand tu passes 1 à 2 minutes parce que tu veux vendre une canette, il faut passer un peu de temps. C'était pas. Alors, tu avais des clients habitués qui disaient, moi, je veux une Delirium Red, je veux une Delirium, je veux une Argentum. Ok, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Mais tu as des clients qui disent, tu sais, déjà, ils regardent tous les frigos. Ils disent, waouh. Laquelle, j'en sais rien. Puis quand ils prennent la carte des bières, qu'ils disent, oh, c'est quoi cette brasserie-là? C'est quoi cette bière-là? J'en sais rien. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui fais le taf pour eux, quoi. Et puis, t'as le truc,
par moment, on avait des produits super rares. Une bière de 33 centilitres à 8, 10, 12 euros. Eh ben, faut bien la présenter. Il faut être sûr de ton coût quand tu lui vends. On n'était pas là à prendre un verre, à ouvrir le robinet, à laisser couler, puis à la poser sur le comptoir et te dire, allez, donne-moi 6 balles. On passait réellement un peu de temps. Ok, et au niveau de la musique, du choix musical, tout ça, est-ce qu'il y a des ambiances qui sont plus appropriées ou t'avais pensé à ça en disant je mets telle ou telle musique pour attirer telle ou telle clientèle Alors, est-ce qu'il tu y a vas des... comprendre. Ouais. Puisque tu abordes le sujet, moi, mon premier bar, c'était un bar rock and roll. Blues rock, un petit peu de jazz, euh, euh, du heavy metal. Donc, j'ai toujours été branché rock. Tout ce qui est musique électro, c'est pas ma génération. J'y connais rien. Du boom, boom, boom. Ça me plaît pas. Pour toucher les clients qui étaient de ma génération, ben, ils écoutent un peu comme moi. Donc, voilà, on était assez branchés rock. Après, une chose, tu vas comprendre, même mon staff était choisi dans un but commercial. J'avais monté une équipe de foot. C'est-à-dire que pour monter mon équipe de foot, il me fallait mon bras droit, mon capitaine. Derrière, il me fallait le gars que personne n'avait jamais vu dans aucun bar, qui en plus était beau gosse. Il me fallait obligatoirement une nénette. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va charmer le client. En plus, elle faisait partie de la communauté gay. Tu rameutais tous les gays. Derrière, il me fallait le gars avec qui je suis capable de partir à la guerre. Quand je lui dis, il faut que tu ailles nettoyer les toilettes, fallait pas qu'il dise, ah non, mais moi, je nettoie pas les toilettes. Il disait, ok, chef, j'y vais. Et en fait, on a constitué, tout mon personnel était comme ça. Mes employés avaient tous un style. Mon bras droit, c'était un hipster. Il avait une barbe de 3 kilomètres qui faisait 4 kilos autour de sur son visage. Un autre employé, il était tatoué de la tête aux pieds. J'avais mon beau gosse, il était bodybuildé. Et il charmait les nénettes et ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait en fait, j'avais mis tous les bons ingrédients dans le shaker qui a fait la bonne bière et la réussite. Un film qui m'a beaucoup inspiré, Le Fondateur, le film sur l'histoire des McDonald's. Le jour où je l'ai vu, mais je me suis mis à pleurer. J'ai appelé ma compagne en lui disant, Marie, viens voir. Viens voir, viens regarder. J'ai fait des choix. Faut jamais vivre de regrets. À cette époque-là, le délirium, j'aurais dû le décupler 50 fois. J'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir monter une bête de course. Mais il faut pas vivre de regrets. Je suis pas sûr de comprendre. En fait, tu dis que tu aurais pu le développer encore plus ou tu dis que tu aurais pu en développer d'autres? Ah, j'aurais pu en développer d'autres. Parce qu'en plus, le mien, c'était mon laboratoire. J'avais déjà formé tout le personnel. À chaque fois, souvent, alors j'ai pas eu beaucoup de départs, mais j'arrivais à reformer les nouveaux. Et j'avais réellement du personnel qui avait envie d'être entrepreneur aussi. Et je savais que j'aurais pu les intéresser à dire, on en monte un à Lille, à Reims, à Rouen, à Bordeaux et ainsi de suite. Parce que à un moment donné, ils m'ont demandé. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, je veux tout seul la part du gâteau. Alors que j'aurais dû les faire croquer. Vous prenez 90%, vous prenez 100%, ça change rien. Mais ça, faut pas vivre de regrets. J'ai fait des choix. Et en parlant des salariés, donc un salarié de bar, c'est payé combien? Et est-ce que tu sais combien il touche de pourboire? Et éventuellement, même si ça a évolué, parce que ce que je me dis, c'est qu'avec le paiement sans contact sur le téléphone, je me dis que les pourboires, ça a dû diminuer drastiquement parce que maintenant, on n'a plus trop de monnaie. Donc, je pense qu'il y a des pourboires Alors, qu'il n'y a plus. Alors qu'avant, à mon avis, les jolies filles et tout ça, elles devaient en toucher du pourboire. tout le monde touchait du pourboire chez moi et en grosse quantité. En moyenne, je pense que j'avais des employés qui faisaient 10-15 euros par soir. Parce qu'il y en avait que c'était un petit peu leur leitmotiv de toucher toujours plus. Mes employés, ils étaient payés entre 10 et 15% supplément de plus par rapport à la base qui se faisait sur Amiens. Par contre, à côté de ça, ils avaient interdiction de me dire faut que j'aille pisser, faut que j'aille fumer ma clope, ainsi de suite. Quand il y avait du monde, tu bosses. Tu Ok, bosses. attends, t'as dit 10 à 15 euros par soir? Ça me semble pas énorme ou alors j'ai mal compris ton chiffre? De pourboire Ouais, derrière un comptoir. ouais. Multiplie par 25 jours.
Ne faut pas oublier, c'est qu'on est un bar étudiant. Et quand on a 5, 15 euros par 5, ça se fait déjà 75 euros tous les soirs. Eh ben, c'est déjà pas mal. On est un bar étudiant. Les étudiants, ils donnent pas facilement du pourboire. Et comme tu l'as dit toi-même, sans contact, ils posent leur téléphone ou leur carte bleue sur la CB et puis ils s'en vont. Nous, on faisait pas de service à table, hein. C'était directement au comptoir. Mais notre comptoir faisait 40 mètres carrés. Il ne bougeait pas du comptoir. Il n'allait jamais en salle. En salle, c'était les videurs. Moi, un employé qui n'est pas derrière le comptoir, c'est de l'argent qui rentrait pas. Au top de la fréquentation, c'était 45 minutes d'attente au comptoir pour être servi. Une bonne soirée, c'était 1 000 € de l'heure. Le soir de la finale de la Coupe du Monde 2018, on rentrait 37,50 € à la minute de l'ouverture à la fermeture. Je vous ai dit tout à l'heure, je voulais être le plus gros bar d'Amiens. J'étais pas le plus gros bar d'Amiens, j'ai été le plus gros bar du nord de France, au nord de Paris. J'avais des courageux. Plus vous travaillez, plus vous allez gagner. Vous voulez faire des heures sup, vous serez payé. Il n'y a pas de souci. Et alors, tu faisais pas de Boostify, genre des petits saucissons ou des machins comme ça, ou Ah bah des bien petits sûr. fromages? Si, voilà. Et là-dessus, en marge, non? Parce que des fois, quand tu vois les petites assiettes à 11 balles et puis t'as trois Alors saucissons. nous on allait très très vite. C'était très très vite. C'est pas compliqué. Il y avait pas les planches apéro comme maintenant. Oui, on te fait des trucs à la carte et autant que tu veux. Nous, c'était pas compliqué. C'était soit de l'emmental en dés ou soit des saucissons. Point. Terminé. Et là, il y a de la marge de cochon là-dessus, non? Pas forcément. Le saucisson, on margeait pas plus que ça. Genre par 4, même peut-être par 3. Mais on faisait pas. C'était de la vente additionnelle. Quand ils disent on va prendre 2 bières et un saucisson, voilà, c'est du bonus. Moi, la grosse marge, on la faisait réellement sur la bière, sur le produit phare. Et après, toujours dans un souci de gagne-temps et de sécurité, j'avais pas de couteau qui circulait en salle. Nous, on avait une trancheuse, mais pas une trancheuse comme tu peux voir chez le boucher, c'est le gros cercle. Moi, j'avais une trancheuse où c'était une trancheuse à légumes, en fait. Tu le mettais sur le haut et tout d'un coup, tu mettais ton récipient sur le bas et tout était tranché en rondelles. Voilà. On posait le truc, hop, et puis ça tranchait, ça allait très très vite. Initialement, c'était un coupe légumes, mais qu'on a transformé, qu'on a bien aiguisé et on l'a transformé comme ça. Alors, petite parenthèse humoristique parce que tu as parlé des toilettes. Alors, il se trouve que moi, j'ai bossé au McDonald's quand j'avais 17-18 ans et donc j'ai nettoyé beaucoup les toilettes du McDonald's. Et alors, dans Mhm. mon souvenir, c'était comme ça, je vais te dire. Les toilettes des filles, c'était toujours bouché parce qu'elles foutaient toujours leurs tampons, leurs serviettes hygiéniques, etc. directement dedans. Donc, fallait toujours déboucher. Et les toilettes des mecs, ben, je sais pas, ils n'ont pas leur certificat de bonne visée dans les toilettes et il y avait toujours de la pisse partout. Alors, est-ce que c'était comme ça dans ton bar? Parce que ça paraît rigolo, mais comme tu l'as dit, aller nettoyer, c'est rigolo quand on en parle, mais quand il faut aller nettoyer ça, bon, c'est pas fun, hein. Ah bah, sur McDo, Ouais, tu viens de le dire. ouais. Combien de fois par jour tu nettoyais les toilettes? Je me souviens plus s'il y avait une réglementation ou pas, mais tu étais censé le faire, je sais pas, peut-être une ou deux fois par heure, et puis voilà, quoi. Ben, nous, c'était 1 à 2 fois la soirée. Ah, d'accord. Donc ça devait pas être très propre. C'était très propre parce que dis-toi une chose, moi, et ça, c'est une chose que mes parents m'ont appris. On voit la qualité d'un établissement à la propreté de ses toilettes. Aussi bien dans les cafés que dans les restaurants. Ouais, Dans eh ben, mon établissement, il y avait, comme je te l'ai dit, on était en plein cœur des étudiants. Il n'y avait pas de graffiti dans mes toilettes. Tout était nettoyé, même les murs, le soir même. Il n'y avait pas un gars qui mettait son numéro de téléphone sur les murs ou quoi que ce soit. C'était systématiquement effacé le soir même. Déjà, j'ai horreur de ça. Je vois combien m'ont coûté les travaux. C'est pas pour que tu viennes, excuse-moi, de mettre ton empreinte comme les hommes préhistoriques. ok. Alors là, on va essayer de passer à l'étape d'après, vu qu'on est déjà à 1 heure et quelques de podcast. Non. Donc, dans ma bibliographie de François, j'ai en 2019 ouverture d'un nouveau bar.
Ouais. Est-ce que tu veux sauter à cette étape-là? Bah, on peut le faire rapidement. Alors, on va même le faire très très rapidement, mais parce que ça va plaire aux investisseurs. Donc, on est en 2016, on a ouvert le Delirium 2018, même pas 2016, 2017. Le bar voisin à 50 mètres du Delirium. Et un matin, je me réveille, je suis sur les réseaux sociaux, il annonce qu'il ferme définitivement en raison de l'URSSAF, en raison de ci, des charges, de l'impôt, machin, truc bidule. Et je connais le propriétaire des murs. Je l'appelle et je lui dis, écoute, t'as vu, ton locataire, il ferme définitivement. Là, il pète directement un câble. C'est quoi cette histoire? Ça fait déjà 3 fois, troisième dépôt de bilan. Je sais pour combien de temps ça va prendre de procédure et tout et tout. T'as vu ça où? Je lui dis, ben, sur les réseaux sociaux. Il me raccroche au nez. Il me rappelle une demi-heure, trois quarts d'heure après. Il me dit, ça t'intéresse comme établissement? Je dis, j'en sais rien. Et je dis, pourquoi? Il me dit, je vends les murs. Je dis, tu vends les murs? Je dis, bah allez, c'est reparti. Donne-moi ton prix. Il me donne un prix, je dis mais comment t'as calculé ça? Ben il me dit voilà, je dis ok, t'as la même formule que moi. Je dis je te rappelle. Bon, moi lui il avait pris la marche très très haute, moi j'ai pris la marche très très basse et puis on a 48 heures après, 72 heures après, on signé un compromis quoi. Sauf qu'initialement moi le truc c'était je rachète je rachète les murs et je remets un locataire dedans et c'est reparti. Sauf que le délirium, il en peut tellement plus, qu'on en manque de surface et tout, et tout, et tout, que ben, je monte une annexe du délirium qu'avec des bières élitistes juste à côté. Et là, je valorise l'un de mes employés qui était simplement en bar à être responsable d'établissement juste à côté. Après, ce qui s'est passé, c'est que à côté du Charleston, il y a une petite cellule commerciale qui était même pas en vente. Le propriétaire des murs me dit, bon, je pars en retraite, si tu veux, je vends les murs. On a payé ça 3 fois rien. Je lui dis, bah écoute, je prends. Là, on a fait, entre guillemets, une cave à bière. Donc, toujours pareil, un employé que j'avais, où je l'ai mis ici. Et en fait, ça me faisait plus ou moins mon entrepôt. Pas de stockage, mais mon bureau d'achat. En fait, on achetait quasiment tous les produits qui transitaient par là et après, on les redistribuait sur tous les établissements. 2018, quand j'ai monté le Delirium, j'étais en concurrence sur deux projets. Je rentrais des États-Unis, j'avais vu des sports bars aux États-Unis et en 2018, il s'est présenté un établissement sur lequel j'avais les yeux dessus, qui allait fermer. On a racheté le fonds de commerce, on a monté un sports bar. On a monté un sports bar et en 2018 et en 2019, une fois que cet établissement-là était monté, il tournait pas à plein régime, mais qui tournait. J'ai eu un accident de la circulation et là, ça marque le coup d'arrêt sur pas mal de choses. Alors, tu veux le détailler ce qui s'est passé? Parce que sur le forum, t'as un peu détaillé, puis c'était pas un petit accident et ça t'a fait reconsidérer des choses dans ta vie. Je sais pas si tu peux en Ouais, parler. ça a été fou, ça a été fou. Mais déjà, alors, on fait un petit bond en arrière. 98, 6 mars 98, mon premier accident, ben, ce qui se passe, c'est gros accident physique. Comme j'ai dit, 23 fractures fémur, fracture ouverte tibia péroné, rétablissement jusqu'au 1er janvier 2000. Donc voilà, ça a été très très dur physiquement. Euh, j'ai beaucoup boité. euh, et puis voilà, bon. Et là, le 29 juin 2019, en fait, je suis du retour de mes établissements du Delirium et tout. Je traverse la route, une voiture ne me voit pas et là, me percute. Un bond entre 11 et 14 mètres de long sur 2 à 3 mètres de haut. Je suis sonné, plus que sonné, je pense que tout le monde peut le comprendre, mais visiblement, et ça, j'en ai aucun souvenir, je me remets sur jambe. Mais les pompiers arrivent, on me couche et tout, on m'amène aux urgences. Ma compagne arrive, sachant qu'on l'a prévenu durant la soirée que j'avais eu un accident. Elle arrive aux urgences, elle se met au coin du lit. Tout d'un coup, je me réveille. Alors, un discours interplanétaire. On était en 2040. Elle me pose une question si je sais qu'on a une fille. Ma fille s'appelle Margot. Là, je l'appelle Juliette. Et ainsi de suite. Un discours totalement incohérent. Et le lendemain, comme je n'ai rien physiquement, mais tout est psychologique, ils se disent que ça va revenir avec le temps.
Donc, je rentre à la maison. Et là, je rentre à la maison et je suis alité. Alité au point que ma compagne me voit le matin, elle part, ben, je dors. L'après-midi, elle arrive pas à me contacter parce que je dors. Le soir, elle rentre, je dors. En fait, je dors tout le temps. Ça se justifie de la façon suivante, c'est que visiblement, d'après le médecin, mon cerveau ayant subi un gros choc, il s'est mis en veille. Et ça va revenir petit à petit. Alors, il y a eu des grosses inquiétudes parce que ma compagne demande combien de temps ça peut mettre en temps de rétablissement. Et là, le médecin lui dit ça peut mettre des années. Et là, elle sent le drame. Parce qu'à côté de ça, ben, là, il y a 4 bars à faire tourner, plus la boutique d'approvisionnement, plus 3 Airbnb, et il n'y a plus François. Et là, c'est compliqué. Et ce qui nous a fait beaucoup de bien, ben, c'est que quelques mois après, ben, 9 mois après, ben, il y a eu le confinement. Et là, arrêt total de toutes les activités. Donc, Margot à la maison, Marie à la maison, les employés, ben, ils sont tous chez eux, tous nos établissements sont fermés, donc plus rien à gérer, plus de courses, et ainsi de suite, quoi. Donc ça a été réellement le gros, gros, gros tournant. Et puis, bah, on est au mois de mars, il s'est passé 9 mois, moi je suis toujours. J'ai commencé à reprendre mes esprits au début. Les véritables premiers gros souvenirs que j'ai, c'est début août, où j'ai l'intelligence de dire à ma compagne, ben, je veux que tu m'amènes en vacances, parce que je me voyais pas rester à longueur de journée alité chez moi. Et elle a un peu peur de la voiture. Et je lui ai demandé de traverser la France et de m'amener chez un ami dans les Alpes de Haute-Provence, où elle a conduit toute seule, tout le trajet. Sauf les 70 derniers kilomètres parce qu'elle en pouvait plus et moi je me sentais vaillant pour conduire. J'étais surtout plus qu'inconscient et j'ai fait les 70 derniers kilomètres, mais ça a été. Et puis voilà. Et alors, du coup, comment ils sont gérés les établissements quand c'est pas opérationnel? Ben, il y a la période Covid où là, du coup, ils sont arrêtés. Je sais pas, tu as peut-être réussi à avoir des aides vu que du coup, ils avaient un historique, des aides financières vu qu'il y avait un historique. Mais après, La plus belle période de ma vie. Mais et franchement, mais je vais l'exposer après. Alors, la gestion des établissements, c'est pas compliqué. Marie, elle continuait toujours de gérer notre premier établissement. La boutique, juste à côté, elle était gérée par un employé, mais comme c'était juste à côté, le Charleston, c'est le 11-13 et la boutique, c'est au 17, donc c'était juste à côté. Donc, par moment, on faisait un aller-retour sur le trottoir et ça allait très, très vite. J'avais mon fameux hipster barbu qui était responsable du délirium. Et j'avais mon beau gosse bodybuildé qui tenait mon bar tabac juste à côté du délirium. Et puis après, on avait un autre gars de confiance sur le sports bar. Et ils ont tous été super méga cool. Ils ont été compréhensifs. Ils ont vu tout ce qui se passait dans la situation dans laquelle on était. Et excusez-moi du terme, ils ont réellement pas fait chier le monde. Ils se sont autogérés tout seuls. alors là, tu viens de glisser que tu avais des Airbnb. Donc pendant toute la période où tu as développé tes activités entrepreneuriales, en plus, tu développais des activités immobilières. Ouais, à tour de bras. Entre-temps, en termes d'investissement immobilier, à une époque, je m'étais dit, allez, j'essaie de faire un ou deux biens par an. Mais un bien, ça pouvait être un immeuble avec plusieurs lots à l'intérieur, ça pouvait être n'importe quoi. Et puis un jour, j'ai un copain qui est agent immobilier qui me dit, ouais, c'est bizarre que tu te sois pas lancé dans le Airbnb. Et je lui dis, écoute, Mathieu, moi, j'y connais rien au Airbnb. Ben, il me dit, c'est pas compliqué. Moi, je vais te on va acheter un logement, on va le meubler, je vais te lancer la petite annonce, puis après, tes premières réservations, on va les faire ensemble, et puis je vais t'expliquer comment ça fonctionne, et puis on a tout automatisé comme ça. La femme de ménage qui faisait le ménage de nos établissements, on lui a dit, ben maintenant, tu vas faire les ménages des Airbnb aussi. Puis c'était pas compliqué. Maintenant, avec un téléphone, je veux pas dire que vous pouvez gérer la planète, mais pas loin, hein. Tous les messages étaient automatisés, c'est toujours les mêmes questions. Et puis voilà. Le seul truc qu'on n'a pas automatisé, c'était les remises des clés. Parce que j'aime bien voir à qui je m'adresse. Donc voilà, on a fait un Airbnb, ça a bien marché.
Ça a marché tellement bien que 6 mois après, non, même peut-être pas 6 mois après, peut-être 3 mois après, on en a remonté un, puis un troisième. Et puis on s'est arrêté à trois parce que ben, 4 établissements, une boutique, 3 Airbnb, ben, c'est compliqué parce que voilà, même le linge, on le faisait à la maison. C'était pas, il y avait pas de conciergerie, il y avait rien du tout. Et puis voilà, on était dans les premiers sur Amiens à faire ça et ça, on a gagné pas mal d'argent avec les Airbnb. Ouais. Ok. Et donc, pourquoi tu dis que c'était la meilleure période, le confinement et l'année 2020, en fait? Qu'est-ce que ça t'a montré? Alors, en termes de personnes, pour moi, ça n'a pas été la meilleure période. Je pense que tu te doutes. Je suis toujours en pleine convalescence. J'ai des soucis psychologiques. J'ai des discours qui sont totalement incohérents. Donc ça, c'est pas la meilleure des périodes. Mais en termes de business, ça a été magique. Ça a été magique. Alors, je t'explique pourquoi. On avait déjà un beau patrimoine immobilier à l'époque. Je suis en arrêt du travail. Mon salaire, il est pris entièrement à charge. Tous mes crédits immobiliers sont pris à charge. Je n'ai pas de remboursement de crédit. À côté de ça, Covid, établissement qui faisait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je crois qu'à l'époque, tu touchais 20 000 par établissement. Établissement qui faisait moins d'1 million, tu touchais 10 000. T'avais pas de charge salariale. Ça a été, euh, ça a été magique. Comme je te dis, prenez de l'argent gratuitement. Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, on le fait tous, mais ouais, ça t'as- c'est t'as- c'est ce que j'avais compris au moment du Covid. En fait, c'est que ceux qui étaient dans une situation où ils avaient ouvert une activité très proche de l'année du Covid, ou alors l'activité elle c'est était en compliqué pour eux. croissance, mais elle débutait, ben eux c'était, ben, ils ont fait faillite en fait, parce que eux, Voilà. ben, comme c'était basé sur l'année N-1 ou des trucs comme ça, ils avaient plein de charges vu qu'ils étaient en lancement d'activité, ils n'avaient pas de CA, donc on leur filait rien et tout ça, ben, eux c'était faillite. Mais effectivement, je l'avais entendu, même si c'était pas trop médiatisé, que il y en avait qui étaient gagnants, en fait, notamment les gros qui étaient là depuis longtemps, ils pouvaient être gagnants. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, toi, tu faisais partie des gagnants, en fait. Ah, mais et en plus, comme je t'ai dit, avec le fait d'être en accident du travail à cette époque-là, ça a été fou. Pour moi, ça a été fou. J'ai aucune, aucun souci. De toute manière, on peut faire le point 5 ans après. Est-ce que tu as vu des patrons de bar ou des patrons de restaurants en train de manifester? Personne. Tout le monde était heureux. J'en reparlais encore ce matin avec un collègue. Tout le monde était heureux de cette période. Et sur le plan plus, on va dire, équilibre de vie et sur le plan personnel, donc cet accident qui fait que bah, tu dois lever le pied, même si c'est pas bien clair si tu as vraiment conscience des choses vu que tu es alité. Est-ce que là, bah, voilà, tu es dans ta quarantaine et tout ça, et tu te dis, bon, ben, ça fait pas mal d'années que je bosse comme un dingue. J'ai peut-être atteint mes objectifs de richesse. Est-ce qu'il est temps que je passe à autre chose? Ou alors, dès que je suis rétabli, j'y vais à fond et c'est reparti, Alors, d'autres établissements. En fait, comment tu gères ça? ça c'est ouf. On est en plein Covid. Je sais pas si tu te souviens de la situation. Ben, je pense que tous les jours, chacun regardait les informations pour connaître un petit peu ce qui se passait un peu partout sur la planète, et puis les nouvelles instructions, les confinements, les non-confinements, les règles de sécurité et tout et tout. On nous parle surtout des couples qui ne se supportent pas d'être 24 heures sur 24 les uns avec les autres. Et là, on est en train de manger, ma fille à côté de moi, ma compagne en face de moi, on a une table ronde, et tout d'un coup, elle me regarde, elle me dit, François, nous, ça se passe bien quand même entre nous, on se chamaille pas, rien du tout. J'ai pas non. Elle me dit, par contre, je voudrais te poser une question, c'est quoi le projet sur les 10 prochaines années? Et j'ai dit, pardon? Elle me dit, c'est quoi le projet sur les 10 prochaines années? Ben, je dis, j'en sais rien. Surtout là, actuellement, je dis, Marie, c'est très bien que dans la situation dans laquelle je suis, j'en sais rien ce qu'on va faire dans 10 ans. Elle me dit non, parce que regarde, on se chamaille pas. Et c'est la première fois où on profite de Margot autant de temps. Et je dis ouais, effectivement. Et là, elle me dit, bah, écoute, s'il n'y a pas de projet, je vais juste te demander, c'est d'avoir une vie normale dorénavant. Et je lui dis, c'est quoi une vie normale? Elle me dit, je veux rentrer le soir, je veux profiter de Margot, et je veux qu'on arrête de courir dans tous les sens.
Parce qu'à partir du moment où j'ai monté mon premier établissement, ça a été le premier jour où j'ai vécu avec. Et jusqu'à ce moment-là, en fait, on n'a jamais profité. On a toujours travaillé, travaillé, travaillé. Et il a fallu ce deuxième accident pour prendre conscience de beaucoup de choses, en fait. Et en fait, ce deuxième accident m'a permis, allez, je vais le placer le mot parce qu'il faut le placer. En fait, ça m'a permis de sortir de la rat race. Je pense que si j'ai pas cet accident, encore aujourd'hui, je suis derrière un comptoir en train de servir des bières. Donc voilà, ça a été le tournant de ma vie, en fait. Et donc, je lui dis, OK, j'entends bien. J'entends bien, j'entends bien. J'appelle mon comptable, je lui demande de la valorisation des établissements. Il me dit, bah, il y a pas de souci. De toute manière, ce qui se passe, c'est que tout est sur un cloud, donc ça va être facile parce on était en plein confinement, tout était dans les bureaux. Il me dit, je vais passer mon temps à ça, et on verra bien. Donc je lui dis, bah, tel établissement c'est à vendre, tel établissement c'est à vendre. Bon. Et dans notre objectif, dans notre vision de l'avenir, c'était de garder le Delirium parce qu'on n'y travaillait quasiment pas. On faisait simplement la comptabilité, on faisait des ressources humaines, on gérait les plannings et ainsi de suite. Mais on était rarement derrière un comptoir. Donc, il se passe ça. Et donc, je commence à en parler aux agents immobiliers. Il se passe quelques mois. Et au bout de quelques mois, j'ai un agent immobilier qui me dit, François, j'ai quelqu'un d'intéressé par le Delirium. Et je lui dis, bah écoute, il n'y a pas de souci, mais comme je t'ai dit, le Delirium, il est pas à vendre. Il me dit, moi, mon rôle, c'est pas de te dire si tu le vends, si tu le vends pas. Mon rôle, c'est de faire l'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Il me dit, j'entends que t'es pas vendeur, maintenant je vais quand même te dire le prix, et sache que cette personne, elle est finançable. Je dis ok, et là il m'annonce plus d'1 million d'euros. Je retourne, parce qu'en plus c'est un soir où je suis chez ma mère, il y a ma compagne et il y a ma belle-sœur qui est aussi du métier puisqu'elle a eu un établissement. Donc je reprends la discussion se passe, tout d'un coup maman me dit, c'est bizarre, depuis que tu as eu ton coup de téléphone, t'es plus le même. Je dis, mais si, t'inquiète pas. Puis j'essaie de me réimpliquer dans la discussion, sauf que j'ai la tête ailleurs. C'est là où le sixième sens d'une maman. Et là, elle me dit, bah, ah, se passe 5-10 minutes. Elle me dit, François, t'es plus le même depuis ton coup de téléphone. Et je lui dis, bah non, c'est l'agent immobilier qui m'a appelé. Elle me dit, ouais, ok. J'ai dit, maman, je crois que j'ai vendu je crois que j'ai vendu le Delirium. Et ma compagne, je lui ai pas encore parlé, quoi. Je lui ai pas encore le temps de lui annoncer. Et elle me regarde avec des yeux exorbités. Maman, elle me dit, ah bon? Je dis, ouais, ouais. Et en fait, je discute plus avec ma compagne, je discute avec ma mère. Et elle me dit, mais t'as vendu? Je dis, oui, j'ai une offre là, de quelqu'un qui est finançable à plus d'1 million, à plus d'1 million. En plus, je précise pas euros, parce que vous allez comprendre, ma maman, c'est vieille France. Mais elle me dit franc ou euro? Et je lui dis franc. Et elle retranscrit après en ancien franc. Et là, elle me dit, mais tu réfléchis encore? Et je pense que si ma mère ne dit pas cette phrase-là, je pense que je l'aurais encore et toujours. Et puis voilà. Donc, Le soir, euh, le soir, en fait, je rentre à la maison, j'écris à mon avocat, j'écris à mon comptable, et rien que de l'écrire en chiffres, en lettres. Alors déjà, quand je l'ai écrit en chiffres, je l'ai relu 3 fois pour être sûr que ne pas mettre un zéro de trop ou mettre un 1 de trop. Et puis après, bah, et de l'écrire en chiffres, en lettres, j'ai trouvé ça astronomique, quoi. Et puis, bah, en fait, la vente de cet établissement-là a, a engendré la vente des autres établissements dans la foulée. Donc, voilà. Donc là, t'as vendu à la fois les murs et à la fois l'activité. Non, 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 non. J'ai vendu que les fonds de commerce. Je suis Ouais. propriétaire des murs de tous mes établissements. Ok. Donc en fait, tu touches une belle rente de loyer. Mhm. Je En suis plus. là. Pour le Delirium, je suis l'employé caché. Parce que au prix où j'ai acheté les murs, ça me fait une belle mensualité. Mais sauf que la mensualité, elle est multipliée par 3 pour le prix du loyer. Et justement, je voulais aborder ce point-là avec toi. Et Mhm. quand on monte un business, effectivement, bah, des fois, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours paru bizarre de monter un business sans acheter les murs en même temps. Parce que au moins, on se dit que si jamais l'activité, elle tient pas, mettons, je sais pas moi, mettons
on a acheté les murs, on a mis une activité quelconque dedans. Pendant 7 ans, l'activité, elle vivote, mais au moins, bah, on a remboursé via le loyer une partie des murs. Et puis, si on laisse tomber l'activité, au moins, il nous reste les murs. Alors que si ben, on était juste locataire, certes, on avait peut-être un peu moins au niveau de la location, mais on peut avoir un pas de porte. Et puis, bah, si jamais l'activité, elle vivote et qu'au bout de 7 ans, on ferme l'activité, ben, on n'a plus rien. Et bah, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire de pouvoir acheter les murs. Mais est-ce que toi, si c'était à refaire, ou est-ce que tu conseillerais en fait de monter une activité mais sans en posséder les murs, ou est-ce que tu penses que c'est trop risqué? Souviens-toi ce qu'Olivier Seban a dit à l'époque. Il y a trois choses qui sont importantes. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc tu veux dire qu'en fait, si l'emplacement est bon, c'est pas grave d'être juste locataire, ou c'est l'inverse? Ben voilà, parce que tu peux. Et la chose importante, c'est les murs. Pour avoir les murs commerciaux, faut qu'ils soient en vente. Et il n'y a jamais personne qui vend ces murs commerciaux. Et dis-toi une chose, c'est qu'en plus, si tu connais la chronologie, moi, je suis propriétaire de murs, je dois les vendre. Prioritairement, c'est déjà ton locataire. Donc, c'est déjà le gars qui est en place qui passe prioritaire. Au bout d'un mois, s'il dit ça ne m'intéresse pas, là, tu peux les mettre en vente. Et souvent, c'est l'agent immobilier qui a la première information ou le notaire, et ça s'arrête déjà là. Et Attends, que je après, comprenne bien, tu veux dire que c'est lui qui va proposer de les racheter le, pour no- lui? le, le notaire ou l'agent immobilier? Ouais. Bah, l'agent immobilier, alors, c'est possible que les notaires ou agents immobiliers les rachètent pour eux parce que j'en connais un sur Amiens qui a fait ça. Mais souvent, ils ont déjà dans leur réseau quelqu'un qui sera intéressé, un investisseur qui sera intéressé par prendre des murs commerciaux. Il y en a pas sur le marché. Tu, 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 tu fais un peu d'immobilier, je pense. Hmm, non, moi je suis plus Bon. investissement boursier et tout ça, Ouais. mais enfin, je suis un petit peu, puis j'aime bien chercher. Il y a quasiment rarement des murs commerciaux qui sont en vente. Et tu vois, pourtant, on revient au délirium. Tu vois où je me suis implanté, souviens-toi où je me suis implanté. J'ai acheté l'immeuble à côté du plus gros pub. Les murs ont été en vente pendant 8 ans. Il y a personne qui a voulu se mettre à cet endroit-là. Et pourtant, souviens-toi du raisonnement des Belges. Intersport s'installe à côté de Decathlon, But s'installe à côté de Conforama. Mais il fallait juste s'installer à côté du plus gros pub. Ouais, Et enfin pourtant, c'est un petit peu contradictoire quand même, parce que finalement, là, tu avais des murs qui étaient en vente, et pour le coup, ils étaient restés longtemps en vente, alors que là, tu dis qu'aujourd'hui, on trouve plus de murs en vente. Donc, c'était plutôt l'exception cette fois-là, peut-être. ouais, parce que, alors, le plus gros pub en termes de quartier, le soir, il y avait que lui d'ouvert. Et à côté, il y avait quelques kebabs. Et franchement, ça transpirait pas la confiance. Et il a fallu simplement mettre une belle enseigne que j'ai mis avec le Delirium. À côté, il s'est remonté un bar. Là, j'ai remonté un nouveau concept. Le bar tabac, ben, au final, tu vois, il sortait de 3 dépôts de bilan. Ben, aujourd'hui, c'est une affaire stable et fiable. Les kebabs, ils ont disparu parce que tu retrouves maintenant de la jungle food, mais beaucoup plus qualitative, et ainsi de suite. Il fallait simplement une grosse enseigne pour redynamiser tout. Et, et en fait, dans ce quartier-là, moi, j'ai commencé à acheter en 2016. On était à 1 100 € du mètre carré. Là, je suis sur une négo, on est quasiment à 2006 le mètre carré. Parce que même le quartier, il y a une nouvelle salle de concert qui est en construction. Au bout de la rue, il y a eu la Citadelle qui est arrivée avec je sais plus combien d'étudiants. Euh, En fait, le quartier s'est transformé d'un coup, quoi. Il s'est resociabilisé, et ainsi de suite. Je vois. Et alors, maintenant que tu as du coup réduit fortement tes activités, comment tu mènes ta vie quotidienne? Déjà, comment tu as réinvesti l'argent? Et puis, est-ce que tu t'ennuies? Parce que, en fait, des gens qui étaient serial entrepreneurs ou qui étaient à fond dans le boulot, etc., des fois, ils peuvent connaître un succès financier. Ils décident de vendre parce qu'ils en ont marre de bosser comme des dingues. Mais après, de passer à bosser comme des dingues à un peu vide existentiel, eh ben, ça peut ne pas aller non plus. Donc là, tu es à quelle étape? Ah, à quelle étape je suis? Alors, ça a été dur au tout début, mais je pense que le confinement a bien aidé à tout ça, parce qu'il a fallu meubler déjà son temps par rapport au confinement, parce qu'il y avait plus d'activité. Donc, je me suis reconstruit gentiment.
aujourd'hui, j'ai toujours de l'activité pas commerciale, mais toujours professionnelle. J'investis toujours, j'achète toujours des murs, j'ai transformé des trucs. Je suis toujours en relation avec des architectes, avec mon assistant maître d'ouvrage, avec la mairie et ainsi de suite. Donc tu joues à l'immobilier? Je joue à l'immobilier. J'ai quasiment en 50 ans, attends, ouais, 2019, ouais, c'est en quasiment 6 ans de temps, je n'ai pas touché à mon capital de toutes mes ventes. Quasiment pas. Et quand j'y ai touché, c'était pour faire de l'apport sur de l'achat immobilier. Je vis de mes loyers en fait. On a pas mal voyagé. Alors pour pas s'ennuyer, on a pas mal voyagé. On a fait New York, on est allé en Floride, j'ai fait Tanzanie, Zanzibar, le Maroc, la Laponie, le Bali. Là, je m'en vais aux îles Féroé, ainsi de suite. Tous les matins. Alors, je pense que je voyagerais beaucoup plus et je ferais beaucoup moins d'activités immobilières si ma fille me rendait libre. Je suis obligé d'être à Amiens parce qu'elle va à l'école et je m'arrange pour bouger sur la période hors vacances scolaires. Mais je pense que si le jour où elle sera plus à la maison parce qu'elle ira faire des études ailleurs, eh ben ça me donnera de la liberté. Enfin, une liberté supplémentaire en plus. Voilà. C'est possible que mon casque s'arrête parce que je viens d'entendre la batterie. Et puis voilà, le matin, je me lève tranquillement à 6h30, je lève ma fille, je lui fais un petit déjeuner, je regarde la télé un petit peu, je réponds aux mails matinaux. Les mails importants, j'aime bien les traiter le matin parce que t'es encore un esprit sain, on t'a pas dérangé, il y a pas eu de pollution avec les téléphones, les machins, les trucs, les bidules. Puis après, je vais au sport. Puis aujourd'hui, en termes de capacité physique, je pense que je suis meilleur qu'à mes 20 ans. J'ai perdu 19 kilos, je suis redescendu sous les 100 kilos. J'ai repris une activité sportive. L'été dernier, j'ai été sauveteur en mer. Ma compagne, elle a monté parce que je suis libre financièrement, mais je suis pas libre financièrement tout seul. Le jour où j'ai arrêté, j'ai demandé à ce qu'elle arrête aussi. Elle ne travaille plus. On gère nos Airbnb. Elle fait des cours de scourisme. Elle a monté une petite boîte pour faire des cours de scourisme. Là, elle va se mettre au SST, ainsi de suite. Ok. Donc on peut dire que tu es heureux aujourd'hui? Je serai heureux quand j'aurai tout payé à la banque. Mais je suis très heureux. Non, il y a toujours la petite épée Damoclès. Je pense que tu es au courant que la conjoncture financière actuelle et commerciale, elle est un peu raide. Là, c'est la première fois que je subis des petits revers avec des locataires qui ont des difficultés à payer leur loyer. Donc, c'est comme ça. Oui. Mais j'évite de me mettre des. Déjà, j'ai un autre conseil que j'ai lu dans je sais plus quel livre. Il faut toujours garder la tête froide. Donc, on essaie de garder la tête froide au maximum. Et Ok. tout ce qui ne nous tue pas nous La rend plus formule de fort. Nietzsche, oui, je suis pas toujours super fan de cette formule, mais bon. Et alors, est-ce que je pense qu'on peut dire qu'on arrive un peu au terme du podcast. On pourrait revenir sur d'autres trucs, mais après ça va faire revenir en arrière. Donc on aurait pu discuter de la manière dont tu avais organisé juridiquement les différentes sociétés, genre si tu avais acheté les murs avec des SCI, tout ça, comment tu avais géré avec ta femme. Mais bon, ça va nous emmener un peu trop loin à ce stade. Donc je- Moi, je peux te le dire en express, hein. alors, Majoritairement, j'ai 6 SCI à l'IS, avec une holding par-dessus. ok, bon, le truc on va dire un peu classique pour ceux qui lisent régulièrement le forum. Et tu as un expert comptable qui gère tout tes J'ai trucs un expert comptable qui gère tout. depuis le début, le même? Alors, pas depuis le début, pas le même depuis le début. J'ai eu un expert comptable qui a vendu son activité et qui est resté intervenant quand même chez son repreneur. Et quand je fais mes bilans, j'aime bien qu'il soit là. Parce que Ouais. j'ai plus confiance en lui qu'au petit jeune. Ah, ah, ouais. C'est un coup j'avais écouté un podcast qui disait que bah, d'ailleurs c'était une podcast, je peux le dire, c'était un expert comptable qui était interviewé, il disait que les relations avec l'expert comptable étaient très longues et que on passait plus de temps parfois avec l'expert comptable qu'avec sa femme en termes de nombre d'années. Et c'est un peu vrai parce que c'est vrai que moi aussi j'ai une boîte et c'est toujours le même expert comptable depuis Ouais, 2017 voilà. qu'on a commencé à faire, hein. Et on Et n'a tu pas vois, envie même d'en changer. petite dédicace, j'avais ma comptable attitrée, mais je la remercie. Elle, je peux la remercier. Ouais.
parce que je pense qu'elle m'a appelé, elle m'a amené la rigueur dans le travail. Quand elle me téléphonait à 9 heures du matin, qu'elle disait, Monsieur Moïse, la TVA, elle n'est pas déposée. Puis elle me criait dessus à 9 heures du matin, vous avez 10 minutes pour venir la déposer. Et la comptabilité, pourquoi elle n'est pas là? Et elle m'a apporté une rigueur de dingue. De dingue. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, et d'expérience, puisque j'ai des soucis avec des locataires qui sont assez jeunes. Je pense qu'ils savent pas gérer l'administratif. C'est facile d'être derrière un bar parce que beaucoup de mes murs commerciaux sont des bars. C'est facile de gérer un bar. C'est très difficile de gérer de l'administratif. Et je pense que parce qu'elle écoutera le podcast, je peux remercier ma compagne là-dessus. Parce que c'est elle qui a géré tout l'administratif. Et je pense que si elle n'est pas derrière moi à gérer tout l'administratif, j'aurais fait beaucoup moins de choses. Mais réellement beaucoup moins de choses. Mais pareil pour ma comptable Brigitte, si elle nous avait pas apporté toute cette rigueur-là, on n'y serait pas allé, on n'en aurait pas fait autant. Ouais, mais tu sais, c'est pas si étonnant ça, parce qu'en fait, pour avoir un business qui tourne, souvent, enfin souvent, en général, il y a plusieurs fonctions, on va dire. Il faut qu'il y ait un profil un peu, on va dire, financier, administratif, il faut qu'il y ait un profil commercial, et puis il faut qu'il y ait un profil ingénieur ou opérationnel. Et Mm, en fait, c'est des personnalités qui sont un peu différentes, et t'as jamais les trois. Tu peux en avoir deux. Donc, par exemple, moi, on va dire, je me qualifierais de opérationnel et de financier, administratif et pas bon commercial. Mais voilà, tu peux avoir aussi un commercial qui peut être financier administratif, mais avoir quelqu'un qui est à la fois bon en finance, bon en administratif, bon en commercial et bon en ingénierie et opérationnel, ça colle pas trop parce que c'est pas la même personnalité. Et donc du coup, mm, il y a des choses t'es obligé soit de les avoir en association avec quelqu'un, donc là ça t'est avec ta femme, soit bah voilà, faut déléguer. Et dans ce cas-là, faut que tu aies un bon expert comptable ou un bon commercial, je sais plus comment on dit, vacataire. Enfin bref. Donc c'est assez normal que finalement tu doives remercier ta femme ou des personnes tierces parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas être bon mm. pour tout. Et tu avais cité le livre d'Olivier Seban en début de podcast. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui t'ont influencé, d'autres sites internet et tout ça? Vu qu'en off, tu m'avais parlé également de Michael Ferrari, que je salue, ça fait longtemps que je n'ai pas été en contact avec lui. Est-ce que tu vas en profiter pour les remercier? Non. Ouais, il y a eu alors Michael Ferrari, ben, je l'ai eu comme je t'avais dit, je l'ai eu au téléphone où ça a été réellement comme un enfant qui voit Mickey pour la première fois. Ben, ça fait j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai eu plein de choses qui se sont passées partout et c'était une finalité pour moi de l'avoir au téléphone. Ouais, attends, Et puis excuse-moi, je vais juste recontextualiser qui c'est pour ceux qui connaissent pas. En fait, quand moi j'ai créé le site des investisseurs heureux, mettons en 2009-2010, Michael Ferrari, lui, il avait déjà créé quelques années avant un site qui s'appelait esprit-riche.fr. Il doit être toujours en ligne, mais il est peut-être plus trop actualisé. Et en fait, il bloguait, il postait des articles, voilà, autour de l'indépendance financière et tout ça. Et donc c'était il y a une quinzaine d'années avant que ce soit beaucoup moins connu. Et bah, du coup, il faisait partie des précurseurs sur le sujet. Et c'est vrai que c'était un peu la ressource à l'époque sur le sujet. Voilà, pour expliquer comment tu as pu tomber dessus, vu que ça correspond à peu près à tes dates. bah, après dans les livres, j'ai aussi tout ce qui est de Kiyosaki, Ouais, Père Père riche, Père riche, Père pauvre et pauvre. Père riche, Père pauvre et toute la continuité, comment investir, ainsi de suite. J'ai tout avalé. Après, j'aime bien regarder qui veut être mon associé avec Anthony Pourlon, ainsi de suite. Et en termes de magazine, mieux vivre votre argent. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, en film, le fondateur avec l'histoire de McDonald's. Et puis voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont inspiré. Et le site de l'investisseur heureux aussi. Ah bah bien sûr, mais obligatoirement. Et ça m'a fait prendre une conscience aussi, tu vois, quand je notais à chaque fois, une fois par an en moyenne, mon avancée. Où j'avais l'impression que quand je lisais certains commentaires, voire certaines notifications, bah que j'allais vite, très vite, et que j'allais plus vite que la moyenne en fait. Alors que je fais ça que naturellement, quoi.
Oui, en fait, quand on regarde ton historique de poste, il y a beaucoup d'études de cas immobiliers et effectivement, il y a beaucoup de messages sur ta, enfin, il y a beaucoup de messages. Il y a un message annuel ou quelques messages annuels sur ta présentation. Et ouais, et beaucoup d'études de cas. Ouais, mais les études de cas, ça me permet d'avoir les avis de tout le monde et de me demander si je fais fausse route ou si je fais pas fausse route. Mais pour l'instant, je fais pas fausse route. Après, de demander l'expérience des gens, il faut pas avoir peur de ça, je pense, parce qu'il y a des gens qui ont testé avant nous. Il faut pas faut pas essayer de chercher le truc le plus farfelu, alors que par moment, ben, la réponse on l'a dans le forum. Donc voilà, ça c'est, oui, oui, c'est important pour moi. Et puis bah après, je lis beaucoup, mais tu sais, je lis beaucoup le soir avant de me coucher. Je farfouille dans le forum, je lis des trucs, et puis c'est vrai que je prends pas le temps de d'interagir avec les gens. C'est vrai que je pourrais peut-être donner plus mon avis et tout. Mais j'ai réellement, après ça c'est autre chose, mais c'est un fait d'actualité. J'essaie réellement de me limiter aux écrans parce que je pense qu'au lieu de lire des écrans, on fera bien de lire des livres. Déjà quand vous avez l'intention d'acheter un livre, vous avez déjà vous faites déjà un premier geste. Les Mhm, forums, c'est bien, mais c'est pas, il y a pas la science infuse dedans. Bien que les investisseurs heureux sont plus que qualitatifs. mhm. Ok, très bien, François. Bah, écoute, merci pour ton temps et merci pour le partage de ton expérience et de tes émotions. Alors, je sais pas si tu réécouteras le podcast, mais tu Bien verras que sûr. des fois, volontairement, je t'ai laissé parler et en fait, tu donnes beaucoup de détails sur on va dire, des petits événements, mais en fait, on voit que ça a été très impactant pour toi et parce qu'en fait, ils impliquaient d'autres personnes et notamment des membres de ta famille. Et Ouais. on voit que tu as conscience que s'il n'avait pas été là à ce moment-là, bah, en fait, il n'y aurait pas eu la suite, quoi. Et c'est pour ça qu'on sent l'émotion, je pense, dans tes paroles. Donc, merci François. Bah, au plaisir. Allez, Je peux dire un petit mot? mais je t'en prie. S'il y en a qui veulent me joindre en message privé, qu'ils hésitent pas. Très bien. Mais qui rebondissent sur le podcast aussi. J'ai tellement de choses à raconter. Ça marche, François. Allez, à bientôt sur le forum. Au Au revoir. plaisir. Merci, au revoir.